l'indicateur clé pour guider ta carrière, c'est les compétences. Je pense qu'il y en a pas mal qui devraient se dire mon focus c'est faut que je me scale et le salaire suivra quoi. Mon passage de Google à Lime, je fais un cut de salaire à l'époque de 35%. Et tu te rappelles combien t'es payé exactement ou Mon premier salaire chez Google, c'était 33 000 € avec 50% de bonus. Mon salaire n'a fait qu'augmenter pendant 4-5 ans. Donc j'ai fini facilement à... Je gagnais beaucoup trop pour la valeur que je crée. Et je me retrouve en fait avec les cofondateurs de Lime, ALR Santa Monica, à tester la trottinette. Je teste la trottinette et je me dis quelle dinguerie. Le vendredi, je rencontre les cofondateurs de Lime, je mets ma dème le lundi. Et là, à Marseille, c'est la ville où il y a le plus haut taux de vandalisme au monde. Chaque semaine, on perd 5% de la flotte. Il y a des minots qui se jettent sur le vieux port et qui font des TikTok. Je débarque à l'entrepôt le lendemain matin. Et là, je vois tous mes camions défoncés, explosés. Les mecs avaient balancé des cocktails Molotov dans tous les camions de Lime. Et j'avais des gars à l'entrée de l'entrepôt qui m'attendaient pour me défoncer, tu vois. C'est quoi la mission de SolarRock ? Tu as ce double mouvement de baisse du coût des matériaux de panneaux solaires et de hausse des prix de l'électricité qui crée une opportunité assez extraordinaire pour pouvoir s'équiper en photovoltaïque et de remettre l'énergie solaire au cœur en fait du mix énergétique français. La boîte a été lancée il y a combien de temps ? On a lancé la boîte fin 2023. On a fait une levée de fonds de 7 millions d'euros. On est 25 aujourd'hui. On a une belle croissance. Ben, bienvenue, tu me disais, donc là le Verniman, là derrière, c'est des bons souvenirs. T'as été un finance bro toi à un moment du coup ou... Bah écoute, ouais, il s'avère que je suis passé par le Master 1 Finance de Dauphine. Petite erreur de parcours, on en reparlera. Mais ouais, le Verniman, ça me rappelle des mauvais souvenirs. T'étais en école quand ? C'était un moment genre tout le monde est matrixé par la finance et tout ça, parce qu'il y a des cycles quoi là, et là en ce moment ça revient. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que la finance recrute de moins en moins avec l'IA et tout ça. Tu gagnes moins d'argent qu'avant, enfin pour plein de raisons et tout, mais là, moi je suis en pleine tournée des écoles. Ils sont matrixés, quoi. Ils sont matrixés. Écoute, moi, mon époque finance, c'est le passage Dauphine. Donc, c'est sorti du bac 2007, 2010, 2011. Donc, ouais, c'était quand même assez hype, la finance. C'était un petit peu le parcours royal. Puis moi, j'ai bifurqué assez vite vers plutôt de l'entrepreneuriat. Mais ouais, c'était hype. Je dirais que c'était plutôt recherché, quoi. Pendant que tu es à Dauphine, justement, tu vas aller à Washington, aux US. Tu dis que c'est un voyage qui va énormément te marquer. Notamment, c'est la première fois que tu vas être confronté à une mentalité américaine qui est très différente. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'effet que ça te fait et avec quoi tu ressors de cette expérience ? Ouais, bah écoute, ça a été un vrai déclic pour moi. Et un fil, tu vois, un tournant un petit peu dans mon parcours. J'ai commencé à Dauphine les 2 premières années et je me suis assez vite dit que je voulais aller à l'international. Le système américain me fascinait un petit peu. Donc, j'ai été pris à Washington, D.C. À l'époque, je voulais faire un petit peu des relations internationales. Donc, je me suis dit que c'était le bon endroit pour moi. Et puis, ouais, ça a été un déclic incroyable par rapport au système scolaire, tu vois. On va dire que le système français, pour moi, ça a toujours été hyper compliqué. Ouais. C'est marrant. En venant de voir, j'écoutais Orelsan et il y a une phrase qui m'a pas mal, dans un de ses morceaux, qui m'a pas mal marqué. Il dit « Arrête d'apprendre par cœur des choses que tu comprends pas. » Et je pense que, tu vois, c'était pas mal mon parcours dans le système français. J'étais bon élève, mais globalement, je trouvais qu'il y avait quand même ce rapport à la mémoire hyper important. Et quand tu débarques aux US, tu arrives en amphithéâtre et que là, tu fais ton premier cours de marketing 101 où tu as le prof qui direct parle de marketing en faisant interagir tous les étudiants. Tu as 20 nationalités différentes représentées autour de toi. Tout le monde qui arrive avec ses histoires un peu perso, puisque tout le monde a un taf à côté de l'école. Bah là, tu te dis, OK, là, tu es au bon endroit, tu as du pragmatisme, tu as de la participation. Et moi, je me suis tout de suite reconnu là-dedans. Mais voilà, de manière générale, si tu veux, les US, pour moi, c'était un déclic en termes aussi d'apprentissage, de connaissances. Je me suis mis... j'ai pris des cours d'entrepreneuriat, donc on va en parler, mais c'était... C'était quelle année, du coup, tu étais en quelle seniorité ? Il y a freshman, sophomore, junior et... Senior, ouais. Et senior, ouais. J'étais en 4e année. Troisième année. C'est 3e année, donc en fait, j'avais fait les 2 premières années de licence à Dauphine. Okay. Et la 3e, je l'ai fait aux US. Et tu vois, tu arrives en cours, tu payes les frais de scolarité de Dauphine à l'époque. C'était 450 €. Et tu te retrouves assis à côté d'étudiants qui payent 40 000 boules l'année. Ouais. Donc, tu es à la fois content de venir du système français et en même temps, tu prends tout ce que tu as à apprendre d'une année comme celle-ci. Ça, c'est vrai que c'est l'embellie de fou. C'est vrai que c'est fou que ça soit pas striké, ça, quoi. Genre, c'est impressionnant, quoi. Tu as accès à des infrastructures, à une piscine olympique extérieure, à 15 terrains de basket, tout ça. Enfin, c'est fou, quoi, l'expérience que tu vis quand tu as ça, quoi. Ouais, j'arrive en campus, tu vois. Donc, moi, j'arrive à Washington, dans un campus où
hyper rapidement. En plus, moi, je me dis, je vais m'immerger dans la culture américaine. Donc, je refuse un peu d'aller avec les expats européens qui sont un peu sur un campus à part. Je me mets direct dans le campus US. Je rejoins l'équipe de foot, donc de soccer, comme ils disent. Ouais. Donc, tu vois, je suis avec les bros. Je rejoins une soccer house, comme ils disent. Donc, tu vois, c'est une sorte de frat un peu d'équipe de football. Et assez rapidement, je me mets dans le moule pour apprendre un maximum de choses et surtout m'immerger dans la culture américaine. J'étais à LA là, il y a 3 semaines. Et c'est vrai que tu vois un pays qui est complètement différent. Tu vois, c'est intéressant quand même. Il y a plein de trucs qu'on fait en fait, où tu te rends compte que c'est du US bashing. On n'aime pas les Américains et on invente un peu des légendes sur eux, genre ils ont des routes de merde. Bon, les routes elles sont nickel là-bas, les infrastructures, elles sont nickel chrome, tu vois, genre et t'as pas mal de trucs comme ça. Bon, t'as plein de trucs qui vont pas dans le pays aussi, notamment je trouve une obésité hyper répandue. Et genre en fait l'obésité c'est devenu un facteur de classe sociale. C'est-à-dire si t'es mince, on sait que t'appartiens à la haute, que tu peux bien manger, que tu peux faire du sport et tout ça. Mais la plupart des gens, tu vois, sont en situation d'obésité. Et un autre truc qui m'a marqué, c'est à quel point ils sont décomplexés par rapport au succès. Les Ferrari, elles sont là, elles sont dans la rue, tu vois. Il n'y a pas de risque de casse ou de trucs comme ça. Tu vois, les baraques à LA aussi, tu vois, c'est d'une exubérance. Et ça, c'est assez fou, quoi. Et j'étais avec un de mes associés, on s'est dit, putain, là, tu vois vraiment, genre, la ligne d'arrivée, quoi. Tu le vois, quoi. Toi, ça t'a fait quoi, tu vois, quand tu rentres des US, que tu arrives en France, c'est quoi? C'est t'as l'écro, tu te dis, j'ai envie de tout défoncer. Tu te dis, putain, il y a d'autres mentalités, moins, tu vois, plus avec de l'ambition, on peut tout faire ou quoi? Ou ça te fait quoi quand tu rentres? Les amis, avant de commencer, je prends quelques secondes pour vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Solarrock. Comme vous le savez, en France, le prix de l'électricité est imprévisible. Ces 5 dernières années, le prix de l'électricité a pris jusqu'à 60% de hausse. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de Solarrock. Ils installent des systèmes énergétiques du futur. Panneaux solaires haute performance, batteries de stockage, bornes de recharge de véhicules électriques et pilotage par intelligence artificielle. L'objectif, c'est de vous rendre autonome, de gérer votre énergie au millimètre et de faire diminuer vos factures d'électricité. Alors on a tous entendu parler des arnaques dans le solaire, avec des démarchages agressifs, des rentabilités exagérées ou du faux gratuit. Avec Solarrock, il y a zéro risque, parce que c'est pensé comme un véritable label de qualité. Ils sélectionnent uniquement le meilleur installateur de votre région et garantissent ainsi une installation dans les règles de l'art au niveau d'exigence Solarrock. Ils sont d'ailleurs le seul installateur photovoltaïque en France à avoir obtenu le label Top PV Brand, meilleur installateur photovoltaïque en France en 2025. D'ailleurs, vous pouvez obtenir une étude personnalisée 100% gratuite en remplissant leur formulaire. Regardez, j'ai testé pour une maison. Ils font une vraie modélisation 3D pour détecter les obstacles, cheminées, arbres et optimiser le rendement de chaque mètre carré. Ça te donne un rapport détaillé qui te donne un taux de rentabilité précis pour savoir sur combien de temps ton investissement sera amorti, ainsi que ton taux de production, une comparaison avec et sans Solarrock et tes gains financiers sur les 25 prochaines années. Moi, je vous conseille vivement de tester à minima le simulateur. Ça prend 2 minutes sur solarrock.fr et le devis et l'étude sont gratuits. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description pour commencer dès maintenant. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de maison vous-même, n'hésitez pas à en parler à vos parents ou à des amis qui en ont. Ça pourrait leur permettre de faire de sacrées économies, mais aussi d'augmenter la valeur de leurs biens immobiliers. Ouais, bah écoute, ça m'a vraiment fasciné, façonné. Moi, je rejoins une business school, je prends des cours d'entrepreneuriat, donc je rentre vraiment dans un écosystème entrepreneurial qui me passionne, tu vois. Clairement, d'un rapport universitaire à Dauphine, où on me demandait globalement d'apprendre par cœur, de réviser pour mes partiels. Là, j'ai été empowered pour pouvoir faire mes propres business plans, décider de mon avenir, etc. Donc moi, ça m'a complètement façonné à tel point que les 10 ans qui ont succédé, tu vois, cette expérience, alors j'ai monté ma boîte en retour en France, on va en parler, mais j'ai surtout travaillé pour des boîtes américaines pendant 10 ans. Donc clairement, moi, ça a été un déclic dans le sens où je suis rentré en France pour faire mon année de Master 1. Là, j'ai déchanté, tu vois. J'ai même eu un petit passage, tu vois, épisode... ouais, une grosse cuite, quoi. Limite une petite dépression où je me retrouve après une année exceptionnelle où je suis devenu autonome, je suis devenu beaucoup plus créatif et j'ai plein d'idées, tu vois, dont des idées entrepreneuriales je reviens dans le moule Master 1 Finance, entouré de potes ou tu vois, de gens en amphi qui rêvent que par des grosses boîtes, Deloitte, l'audit, la banque. Alors, je sais que c'est ton audience qui aime beaucoup aussi ces univers-là. Donc, mais moi, je me rends compte à ce moment-là, si tu veux, que je ne suis pas du tout au bon endroit, quoi. Donc, c'est un gros déclic de me dire, putain, qu'est-ce que je fous là ? Et à un moment de ta carrière, quand tu te dis que tu n'es pas au bon endroit, bah, c'est intéressant de travailler dessus. Et moi, très rapidement, en fait, j'avais rencontré, quand j'étais en échange aux US,
d'autres Français, notamment sur d'autres campus. Et j'ai rencontré mes 2 futurs associés, Paul et Nils, avec qui on avait monté une association, enfin préparé, en fait, on va dire, les fondements d'une association qu'on a montée quand on est rentré en France, qui était une association de networking étudiant. Donc, tu vois, c'est des thématiques que tu connais bien aussi, où en fait, on avait créé une association qui s'appelait Interconnexion, D'accord. où on fédérait des antennes dans différentes écoles pour faciliter le partage de connaissances, de réseaux entre différents étudiants. Et très vite, on a plugué les RH pour pouvoir financer ces événements. Et en fait, ça a été les fondements de la future boîte qu'on a créée en année de césure. Qui s'appelle C-Cube. Ouais. Ok. Donc ton année de césure, tu vas la consacrer complètement à monter cette nouvelle boîte du coup? Ouais, complètement. Ok. Et tu vois, à l'époque, je me retrouve vraiment confronté. C'est un autre choix, un autre tournant, on va dire, sur mon parcours. Je me retrouve en année de césure où tu as vraiment la pilule bleue, la pilule rouge, quoi. La pilule bleue, c'est... j'ai été pris à l'époque, tu vois, en VIE à la Société Générale. Me demande pas pourquoi, mais j'avais passé les entretiens, je pense, pour faire plaisir essentiellement à mes parents. Et tu vois, j'avais passé les entretiens dans la grande tour de la Défense. J'ai retrouvé la scène du film, tu vois, l'auberge espagnole, quand Romain Duris il se retrouve à courir après qu'il ait été pris à Bercy. J'ai exactement la même scène. J'ai été pris en VIE à Milan pour un truc de finance de marché hyper bien payé. Donc ça, c'était la pilule bleue. Et la pilule rouge, c'est possibilité de monter ta boîte avec 2 potes. En l'occurrence, c'était une association qui s'appelait Interconnexion, mais qu'on voulait professionnaliser et qu'on voulait développer en start-up. Et du coup, tu choisis d'y aller vers le choix de la start-up et ça engendre toute une trajectoire qui est différente. Donc voilà. C'est un choix qui est complexe à prendre à ce moment-là vis-à-vis de tes potes qui vont dans le système, en M&A, en finance, en conseil et tout ça, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de ton entourage et tout. Surtout que, rappelons-le, c'est une autre époque, toi en plus t'es un peu plus vieux que moi. La start-up, l'entrepreneuriat, c'est pas à la mode, quoi. Il n'y a pas eu The Family où c'est le tout début, c'est le tout début de Station F et tout ça. Moi, franchement, quand j'étais jeune, entrepreneur égale chômeur, tu vois, genre c'était ok, t'as pas envie de bosser, quoi, tu vas être entrepreneur, dis-nous que tu veux te toucher, tu vois, dis-le tout de suite, tu vois. C'était comme ça que c'était perçu, tu vois, Ouais. et on savait pas qu'en fait entrepreneur tu bosses beaucoup plus, tu gagnes moins mais tu bosses beaucoup plus, quoi. Donc ouais, comment est-ce que tu arrives à prendre ce choix qui est quand même assez avant-gardiste par rapport à la mode en tout cas à ce moment-là, quoi. Ouais, franchement, c'est une question d'intuition à l'époque. Moi, j'ai toujours eu un profil de quelqu'un d'assez, tu vois, ouvert à la prise de risque, très ouvert aux opportunités et qui raisonnait un petit peu différemment, je dirais, du reste de mes promos, de mes potes. Comment je prends cette décision? Sincèrement, à l'intuition, avec Paul et Nils à l'époque, on se dit il y a une opportunité incroyable de monter une boîte en année de césure. Comme tu dis, c'est le début de l'entrepreneuriat au tout début. C'est-à-dire que nous, on était originaux de prendre une année de césure pour monter sa boîte, tu vois. 15 ans plus tard, donc ça c'est 2010, hein. Là on est en 2026, 16 ans plus tard, j'ai l'impression que tu connais mieux les chiffres que moi. Je dirais qu'il y a un tiers des promos qui montent sa boîte dans les grandes écoles. Et donc nous, on y va en se disant, il y a l'avènement des incubateurs à l'époque. Donc nous, on est pris d'ailleurs dans la deuxième promo de l'incubateur de Sciences Po Paris. D'accord. Pour te dire, mes collègues de bureau, sur ma promo, t'as les gars de Penny Lane, tu vois. T'as Arthur, Félix, donc on a un peu les... Tu vois, c'est hyper intéressant de voir que c'est un peu les fondements de l'écosystème, alors un peu de l'entre-soi parisien, mais enfin l'écosystème start-up d'aujourd'hui, en fait, il se crée à ce moment-là. Okay. Donc ouais, le choix, il se fait de manière vraiment sans trop se poser de questions, pas trop écouter les parents et l'intuition qu'en fait, on va faire quelque chose de grand et puis que de toute façon, il faut suivre ce qu'on a envie de faire, hein. Ça va pas plus loin que ça. La boîte, du coup, va s'appeler C-Cube assez rapidement. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le business model de C-Cube et ce que toi, tu faisais dedans? Ouais, alors il y a un truc important à dire, c'est qu'on a eu une opportunité et qui a facilité la prise de décision, c'est que tu as un des profs à l'époque de Dauphine, qui est un des présidents du Master 203, que tu dois peut-être connaître, et qui s'avère être un ancien financier qui a vendu sa boîte pour plusieurs millions d'euros, qui entend parler de notre association, parce qu'on était hyper actifs, tu vois, à Dauphine, à Sciences Po, on faisait pas mal d'événements, et qui nous invite chez lui. Un jour, je reçois par un pote en commun qui était dans son master, qui me dit « Il y a ce prof-là qui a entendu parler de vous, il aimerait vous rencontrer. » On est invité chez lui à Neuilly, sur scène. Il nous invite à dîner, et puis il dit il commence le dîner.
Histoire vraie. Hein. Il commence le dîner en disant voilà, j'ai vachement entendu parler d'interconnexion. J'ai envie de vous suivre dans cette aventure, mais là maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses. Donc, d'une association, vous en faites une boîte, vous avez une semaine, vous me faites un BP, vous revenez, et si ça marche, je vous donne 300 000 euros. Ok. Donc, tu vois, tu es là. Et ça, c'est au moment de l'année de césure, tu vois. C'est-à-dire alors ça, je peux te dire que ça déclenche automatiquement la décision. Tu dis, bon, le VU Société Générale, on n'y va pas. Ouais. On va là. En plus, on a une porte incroyable qui tombe. Donc, on oui, se met pendant une semaine à... Tu m'étonnes, ça a bien aidé la décision. Ouais, ça a bien aidé. J'avoue que On aurait pu commencer par ça. j'ai oublié ce fait-là, mais qui est un fait important. Et tu vois, là, on se retrouve un peu dans l'excitation. C'était notre garage à nous. C'était bosser dans l'appart d'un de mes associés. Et on se met pendant une semaine non-stop à planifier un BP. Je te laisse imaginer, à l'époque, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de... Donc, tu vois, on cravache, quoi. Et on sort un BP et une semaine plus tard, on lui présente. Alors, c'est un peu... Si je relisais ce BP aujourd'hui, je me dirais, putain, c'est quand même... Il y a quand même beaucoup d'incohérences ou autre. Mais toujours est-il qu'il dit, je vous suis. Et il met 300 000 euros. Et donc, on se retrouve, Niels, Paul et moi, les 3 cofondateurs de C-Cube, à pouvoir lancer notre boîte, intégrer l'incubateur de Sciences Po Paris. Puis il faut te mettre à l'époque, hein, tu vois, tu as ton petit article dans Madines, levée de fonds 300 000 euros, donc tu as 20 ans, tu as un gros ego boost qui te traverse. Et donc pour revenir à ta question, c'était quoi C-Cube ? Globalement, si je te résume en un mot, à l'époque, c'est un LinkedIn pour étudiants et jeunes diplômés. Et si je suis un peu plus concret sur ce que c'était, on avait révolutionné à l'époque le CV, qui était nous, on partait de ce postulat que le CV ne permettait pas de révéler toute la personnalité d'un étudiant. Okay. Et par conséquent, on voulait faire un CV approfondi. Donc, on avait fait un CV en 3D, un cube. C'est pour ça qu'on a appelé ça C-Cube, où tu pouvais parler de ta personnalité. Et derrière, on pluguait les entreprises, donc les services RH. Et notre offre, elle était digitale par la plateforme, mais elle était principalement événementielle, où on organisait des événements de recrutement. Et on avait fait un partenariat avec l'UGC, les ciné, que ça me fait rire quand j'y repense parce que c'était quand même assez improbable. L'UGC, où on faisait des avant-premières de films. On avait négocié ça avec l'UGC. Et donc, on faisait venir les recruteurs, les étudiants. Et à la fin, on organisait des événements de mise en relation. Okay. Et le cube qui révèle la personnalité, ça marche comment concrètement quoi ? C'est une plateforme, tu viens, tu remplis, en fait, tu avais plusieurs facettes. Et en fait, tu vois, à l'époque, on avait développé ça avec le framework PHP, HTML5. Enfin, tu vois, on avait recruté un développeur, on était passé par une agence qui nous avait coûté un bras. Enfin, ouais, j'allais te demander où sont partis les 300K. Quoi. Si tu savais comment on les a dilapidés à une vitesse incroyable. Okay. Mais il n'y avait rien aussi dans l'écosystème de l'époque. Oui, c'est vrai que faut se rendre compte, c'était beaucoup plus dur de coder. Il n'y avait pas l'IA, c'était complexe. Quoi, c'était complexe. Mais j'ai l'impression d'être moi-même un vieux con quand je dis ça. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment pas grand-chose. Et surtout, tu vois, on découvrait les frameworks type Business Model Canva. Et à l'époque, à l'incubateur de Sciences Po, tu vois, le premier cours entrepreneuriat, qui c'est qui vient donner le premier cours entrepreneuriat à Sciences Po ? Ce mec-là, ce prof du 203 ? À ton avis, Oussama Ammar. Ah ouais. qui teste en fait sa future offre du camping, qui rentre des États-Unis, je me souviens, et il donne le premier cours entrepreneuriat. Je me souviens, on est genre une douzaine d'entrepreneurs. On est fasciné par ce mec-là, et puis voilà, on commence un petit peu comme ça. Donc ça, c'est quelle année ? 2010 ? Ça, c'est 2000. La boîte, on l'a créée. Donc l'association, c'est 2010, et on l'a créée en juin 2011. Mais donc à cette époque-là, Oussama Ammar, non seulement il n'est pas cancel, mais il n'est même pas connu, non ? Il n'est pas connu, mais il est fascinant surtout. Ouais, il est fascinant, ok. Il l'est toujours d'ailleurs, mais je veux dire, oui, il est absolument pas connu. Il vient tester en fait des cours d'entrepreneuriat qu'il donne à Sciences Po. Et en fait, il a un projet à plus moyen terme qui sera celui du camping. Avant le camping, je crois que... camping, ensuite The Family, okay. Ensuite, voilà. Et pour revenir sur les 300K, vous les fumez en un an ? Ouais, on les a fumés en quasiment, je te dirais, 1 an et demi, 2 ans. Alors, cet investisseur, il a ramené d'autres invests dans la cap table. Donc, okay. on a relevé 150 000 euros. Tu vois, en plus, à l'époque, les valos, elles se font... Ouais. Il n'y a aucune notion de qu'est-ce qu'une valo. On signe
me souviens, on signe un pack d'actionnaires, tu vois, dans le 17e, on paye 15 000 balles pour le pack d'actionnaires. Enfin, on fait que des erreurs, mais c'est hyper intéressant. C'est l'avènement de l'entrepreneuriat. Et tu vois, dans le bureau, dans le cowork à Sciences Po, j'ai les gars de Penny Lane qui ont monté leur première boîte Price Match. Et tu nous vois là tous en année de césure comme des dingues à se dire... et tu sens qu'il se crée quelque chose en vrai. Tu sens qu'il se crée quelque chose, qu'il y a un écosystème qui est en train de se créer. Et t'as tes potes qui sont contents, ils sont à L'Oréal, ils sont à Deloitte, ils sont à machin, mais on vit pas du tout la même vie, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est la genèse. Après, si tu veux, je pourrais te raconter comment on a développé la boîte. Mais globalement, on arrive petit à petit à signer nos premiers deals avec des RH. Tu vois, on commence à avoir L'Oréal comme partenaire qui vient sponsoriser nos événements. Et moi, très vite, je me dis, OK, waouh, je vais pas revenir en M2. Ouais. Parce que tu vois, quand je suis quitté Dauphine pour aller en année de césure, je me dis, ouais, vas-y, je me mets là-dedans à plein temps. Et je me dis, pareil, pour faire plaisir à mes parents, je vais quand même finaliser ma scolarité et je prends un master entrepreneuriat à l'ESCP. Je sais que tu as fait l'ESCP, qui est un truc qui coûte 15 000 euros, qui est un peu aberrant à l'époque, mais que je prends comme une manière de challenger le business plan de C-Cube et d'amener un petit peu de valeur dans la boîte, quoi. Ok. Les Masters P, alors finance, aujourd'hui, mais pour te donner une info, ils coûtent entre 30 et 50 K un an. Ah ouais, tu vois, moi, en 2013, 15 000 euros, et je me souviens m'être dit, mais après 2 semaines alors je devrais pas dire ça parce qu'ils écoutent le podcast, mais après 2 semaines dans le master entrepreneuriat, je me dis, mais quelle idée d'avoir mis ce pognon là-dedans. D'autant que c'est mon père qui m'a prêté l'argent, que j'ai dû le rembourser plus tard. Et tant mieux, et je suis content de l'avoir remboursé, mais enfin, je me dis... si je devais revenir en arrière, je dirais non, faites pas de master entrepreneuriat. En vrai, c'est encore pire maintenant. C'est-à-dire que, et je m'y confronte pas mal aujourd'hui, mais les écoles, c'est plus devenu un business de marketing, de dire mon école est trop stylée et du coup, je passe les ATS, je suis recruté de ça, qu'un business de contenu réel, à la fois sur les cours, c'est les mêmes cours depuis 15 ans, ou sur l'employabilité, tu vois, donner des outils à disposition des étudiants, ou sur les trucs d'entrepreneuriat, quoi. Donc, c'est malheureusement, c'est un peu complexe aujourd'hui. Le système, il est complexe, ouais. Ouais, le système, il est complexe. Après, la vraie valeur d'une... Enfin, tu vois, moi, j'ai pas envie d'avoir des propos un petit peu polémiques, là, tous les gens qui commencent à dire n'allez plus à l'école, etc. Je suis pas d'accord du tout avec ça, parce que ça t'apprend une méthodologie, ça t'apprend une façon de réfléchir, ça t'apprend, tu vois, à cravacher pour arriver à réussir, la préparation, etc. Après, la vraie valeur pour moi d'une école, de ces noms, moi je suis passé par Dauphine, le SCP, c'est les people, c'est le network, donc qui va te suivre tout au long de ta carrière, tu vois. Mais à proprement parler, si tu me demandes, est-ce que je me souviens, tu vois, je vois le Vernimen derrière toi, est-ce que ça m'a aidé les cours de corporate finance à Dauphine pour monter un BP, pour faire ma levée de fonds là, avec SolarRock, dont on va parler de 7 millions d'euros, ou pour closer mes premiers deals dans les différentes expériences. Difficile de te répondre, oui. Peut-être tu as raison, hein, c'est juste le nom et le network et tout ça, mais dans ce cas-là, soyons francs, mettons aucun cours, payons pas de profs, tu vois, qui augmentent les coûts de la scolarité. Enfin, tu vois, si vraiment c'est ça l'école, tu vois, très bien, tu vois, dans ce cas-là, ça devient une sorte de réseau dans lequel tu rentres, tu vois, et t'as pas le reste, t'as des événements de networking et t'as pas des cours auxquels t'es obligé d'aller. Enfin, j'en sais rien, mais qu'on se le dise, tu vois, quand même, avoir cette rigueur d'aller en cours, de suivre des modules, d'avoir un apprentissage, il y a peu de gens qui sont capables par eux-mêmes de faire ça. Peut-être qu'à Dauphine, tu as eu des vrais cours, mais tu vois, dans beaucoup d'écoles, c'est pas, tu vois, les cours te demandent pas énormément de rigueur, tu vois. Genre, c'est pas t'as trouvé que dans ta scolarité en prépa, franchement, et moi, c'est pour ça que je défends la prépa, tu vois, bon, qui a tous ses problèmes. Prépa, tu vois, ça tue à vie, la prépa. La prépa, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est juste que ce qui est dommage, c'est que t'as des gars comme moi qui viennent d'un super lycée, qui ont déjà fait tout le programme, et donc ils fument tout le monde et ils se croient bons, tu vois. Et donc en 2 ans, en fait, t'as pas le temps de les rattraper, les gars comme ça. Et le mec qui vient tu vois, d'un lycée en province et tout, qui a pas fait le programme, bah après, à vie, il arrive derrière et on fait croire que la prépa était méritocratique alors qu'elle l'est pas trop, tu vois. Mais globalement, si après tu sais ce que ça vaut, la prépa, t'apprends des méthodes de travail et t'as des gars qui tryhardent et qui arrivent à quand même fumer des gars comme moi, même en partant de très loin derrière, ils arrivent à me fumer au concours, tu vois, et pour eux, c'était une expérience de fou et ça a été une vraie ascension sociale, quoi. Tu moi, vois, sincèrement, je suis complètement d'accord avec toi. Alors moi, j'ai fait le choix de pas aller en prépa, je suis allé à Dauphine, j'avais été pris à Franklin, tu vois, donc moi,
Tu vois, j'avais déjà fait des petits choix originaux où je me sentais pas prêt à rentrer dans cette logique 2 ans à cravacher. J'ai fait une prépa d'été Sciences Po, parce que c'était mon rêve à l'époque de rentrer à Sciences Po, je l'ai pas eu. Ouais. Mais je peux te dire que les 3 mois de prépa Sciences Po, je me souviens vraiment le travail en profondeur sur la culture générale, sur la lecture, c'est des choses qui m'ont suivi pendant 10-15 ans, et encore aujourd'hui, j'y repense. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Mais de manière générale, je sais pas ce que tu en penses, j'ai pas trop de ressenti sur, tu vois, qu'est-ce qui a vraiment changé dans les écoles aujourd'hui, dans les cours. Mais je pense qu'on peut pas se passer des écoles secondaires, quoi. C'est pas possible. Comment ça va se terminer l'expérience avec C-Cube du coup? Alors ça se termine que après 3 ans entre le démarrage et mon départ, je te dirais que j'arrive à un moment où on est très... je dirais qu'avec mes associés, on a des compétences qui se chevauchent beaucoup, peu de complémentarité en réalité, entre Paul, Niels et moi. Moi, il y a une envie très forte à un moment qui me traverse, c'est je me rends compte, si tu veux, que j'ai pas assez de compétences pour vraiment développer la boîte et l'amener au next level, et surtout une maturité entrepreneuriale, je pense, que je n'ai pas à l'époque, et qu'a en revanche mon associé Paul, d'ailleurs, qui l'a développé pendant 10 ans, et elle a été ensuite rachetée par Hello Work, donc le mérite lui revient. Et du coup, tu vois, je fais un peu cette auto-évaluation-là de... je sens que je stagne, il y a pas mal d'ego dans la boîte entre les associés, et finalement, il y a une volonté chez moi d'aller me développer en dehors, et avec l'envie d'y revenir. Tu vois, le fil directeur de ma carrière, ça a été, je commence par l'entrepreneuriat, parce que c'est ça qui m'anime, et de toute façon, c'est ce que je suis. Et en réalité, je me dis, OK, ensuite, je vais revenir dans les grands groupes, mais dans des cadres hyper intrapreneuriaux, pour y revenir un jour, qui est aujourd'hui avec ma propre boîte. Tu vois. Ouais, donc, je quitte la boîte, C-Cube, en fait, en 2013. Épisode hyper marrant. Donc, nous, on crée des événements de recrutement avec des boîtes. Et à l'époque, il y a Google, en fait, qui est un de nos clients. Donc, on organise des événements pour Google, avec à l'époque la responsable de campus, Dublin, qui vient s'intéresser aux écoles françaises. Et moi, c'est une boîte qui me fait un peu rêver. Et elle me missionne pour aller recruter des profils, dit-elle, intrapreneuriaux. Et je lui dis, dis-moi ce que ça veut dire, ce profil. Elle me dit, en anglais, elle me dit, it's simple, like people like you. Et du coup, cette phrase, elle résonne. Et en plus, à l'époque, je me pose la question de quitter ma boîte. Et en fait, chemin faisant, je me retrouve... alors, ça peut être pris comme un petit coup de poignard à mes associés, mais en réalité, c'était une conversation un peu douloureuse, mais qui s'est fait en transparence. J'ai décidé de revendre une partie de mes actions au pré-monnaie. Donc, tu vois, ça veut dire que la boîte, elle valait déjà, entre guillemets, elle valait 1 million. Je revends, 10-15% de mes parts, et j'en garde un petit pourcentage en me disant que je ne veux pas faire mourir la boîte, que nos chemins s'arrêtent ici, et je suis resté actionnaire minoritaire de C-Cube quand j'ai rejoint Google. Et j'ai aidé la boîte, en fait, pendant les 5 ans que j'étais chez Google, j'ai aidé la boîte à transférer des learnings de Google, notamment sur la stratégie commerciale, marketing. Et je suis resté en très bon terme avec mes associés, quoi. Donc concrètement, le deal, tu avais quoi? Tu avais 33%, vous étiez un tiers, quoi. Un peu moins. Moi, j'avais moins pourcentage. Ok, un peu moins, ok, d'accord. Et tu revends 10-15%. Ouais. Et quand tu dis pré-monnaie, c'est-à-dire c'était sur le dernier événement de liquidité, le moment où l'investisseur a mis 300 000 balles et d'autres étaient avant, venus. c'est-à-dire que je revends à une valeur, que la valeur pré-monnaie, c'est on crée le capital social, je crois qu'à l'époque c'est 30 000 €. Donc je revends 10-15 points de la boîte. Sur la valeur nominale du. Ok, initial. Valeur nominale. Ah ouais, donc tu te fais un harakiri quand même, quoi. Genre, tes ça, associés, ils vont pas être vénères contre toi. Enfin, globalement, c'est grand seigneur. C'est je quitte, enfin, je prends moins d'exposition sur le truc futur, et c'est même pas sur le dernier événement de liquidité quand des gars sont rentrés. Et maintenant, on a beaucoup avancé depuis. C'est sur le tout début. Enfin, je trouve ça grand seigneur. Hein. Ouais, écoute, je te remercie. Non, mais c'est une question qui a été hyper, compliquée, parce que je me suis dit, soit je vais au conflit et la boîte, elle meurt, parce qu'en réalité, on avait peu d'argent, soit je ravale mon ego et je décide de revendre une grande partie de mes parts
à la valeur d'avant. Ouais, donc ça a été hyper difficile, mais je vais t'expliquer pourquoi aussi j'ai fait ça. En fait, je fais ça parce que je me dis non seulement en fait la boîte elle meurt en fait. Donc tu vois, et le learning maintenant 15 ans plus tard, c'est je me dis mais heureusement que j'ai fait ça. Mais t'as trop bien fait. Parce que quand on a revendu la boîte, bah moi t'imagines, j'y ai travaillé que 3 ans, on l'a revendu pas trop mal pour une PME rentable, et je me suis quand même pour 3 ans, je me suis fait une belle somme, je dirais. Ok. Donc le learning, c'est vous prenez. Enfin, alors c'est difficile à 22-23 ans, hein, quand tu as un peu trop d'ego, que tu crois que. C'est pas qu'à 22-23 ans que c'est difficile. Hein, je peux Oui, te dire, non. malheureusement, Oui, t'as raison. c'est terrible. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que t'en penses, tu vois, avec tes années d'expérience. Mais pour moi, l'ego, c'est le truc qui tue le plus de boîtes, quoi. C'est terrible. Mais que ça soit associé, client, partenaire, tu vois, ça peut être plein de trucs. Mais l'ego, en fait, c'est terrible, tu vois. La décision que toi, t'as prise de dire, OK, je préfère avoir 15% d'un truc qui va peut-être valoir beaucoup que de tout niquer. En vrai, la plupart des gens prennent la décision, moi, je préfère tout niquer. C'est quoi? Et bah, ils sont super je... cons. Bah ouais, non, mais ils c'est sont terrible. super non, cons, c'est ça la réalité. Oui, il faut leur dire. Parce que ça vaut peanut ton truc, tu vois. Même quand tu dis à quelqu'un qui est con, ça ne fait pas avancer le truc en général. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment, il faut se poser, rationaliser les choses. Et en tout cas, c'est un vrai learning pour moi 15 ans plus tard. Non seulement j'ai préservé une amitié exceptionnelle, parce que Paul, mon associé, qui est cofondateur de C-Cube et qui finalement l'a revendu à Hello Work, c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Donc ça c'est priceless, hein, d'avoir une amitié. Et ensuite, j'ai pu faire un peu d'argent. J'en reparle, regarde, à ton micro, 15 ans plus tard. J'espère pouvoir te parler un petit peu de Google, Lime et SolarRock. Oui, bien évidemment, on y arrive. Mais sur le un peu d'argent, on peut savoir, c'est complètement confidentiel ou c'est... Non, le montant, il n'a jamais été révélé sur le rachat d'Hello Work, mais je peux te dire que... alors, on l'a revendu, la boîte, entre... 4 et 7 millions d'euros. Ah, c'est une fourchette assez précise. Et pour ma part, j'avais... il me restait 5% du capital quand on l'a revendu juste après le Covid. Donc voilà, c'est intéressant ça. Ça met du beurre dans les épinards et puis ça récompense un travail important et ça récompense cette prise de risque quand on revient là où tu es en année de césure et tu dis est-ce que je vais chez L'Oréal en M&A ou je monte ma boîte avec mes potes? Alors justement, tu arrives chez Google et c'est hyper intéressant. Bon, au début, le mec te dit l'intrapreneuriat et t'explique pas trop ce que c'est, mais tu vas bosser chez Google pendant quelques années. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'intrapreneuriat dans des grosses boîtes comme ça? Ouais, alors moi je rejoins Google en 2013. À l'été 2013, Google a, pour te dire, 20-25 000 employés. Aujourd'hui, Google en a 200 000. Donc tu vois, ça fait un 10x. Donc ça reste une boîte quand même énorme, mais c'est une petite boîte à l'époque. Et c'est l'explosion, petite boîte, c'est pas le bon mot, c'est l'explosion de la tech et du digital en 2013 quand je rentre. Et donc en fait, ma mission chez Google, l'équipe que je rejoins, c'est une équipe qui s'appelle New Business Development, qui est basée à Dublin au siège et qui dessert le marché français. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre métier, c'est de vendre des solutions publicitaires Google sur tous les produits Google, YouTube, le display, Google Search, à des nouveaux annonceurs, dont des clients qui ne dépensent pas sur Google. Et la question que me posaient mes potes à l'époque, c'est qui ne dépense pas sur Google en 2013? Et ben, figure-toi qu'il y en avait plein d'annonceurs qui ne dépensaient pas. T'avais deux. C'est le Verniman. C'est le Verniman, putain. Tu vois, le Verniman a pris l'énergie. Il a pris le Sam. Tu sais qu'il est. Ah non, c'est le Verniman. Non, c'est Hull, il est mort il y a 2 ans. Verniman, j'espère qu'il se porte bien, je sais pas. Non, c'est pas le Verniman, je crois. Mais donc qui sont ces entreprises qu'on doit accompagner? Tu as 2 créneaux. Tu as à la fois des annonceurs traditionnels qui font que du média offline, donc qui dépensent massivement en télé, en presse, et à qui on doit vendre des solutions publicitaires et en gros leur expliquer que leurs cibles ont changé, elles vont sur le digital. En 2013, il faut te dire que c'est le début des YouTubers, tu vois. Ouais, ok. Tu vois, nous, à l'époque, on rencontrait Norman chez YouTube. C'était un petit peu l'avènement. Et l'autre type de cible, et c'est celle que moi, j'ai vraiment investiguée ou dont j'ai fait un petit peu toute ma stratégie chez Google, c'est le créneau des startups. D'accord. Des startups qui lèvent des dizaines, centaines de millions d'euros et qui vont voir Google et qui disent je dois scaler mon business model, construis-moi un plan média sur mesure pour pouvoir développer mon e-commerce, développer ma marque, développer mon business. Et donc toi, tu te retrouves dans cette équipe intrapreneuriale, on est 8. Je me souviens, on était 8, que des extravertis, des profils atypiques, où on se retrouve avec globalement toutes les verticales, auto, retail, enfin tu vois.
toutes les verticales, on doit créer notre propre stratégie d'acquisition. On a des objectifs, des targets hyper élevés. On doit générer 2 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, tu vois. Donc ça fait, tu vois, une quinzaine de clients par trimestre que tu dois acquérir. Et tu crées toute ta strat, tu as des ressources à disposition, le marketing B2B, pour générer des leads, des prospects. Et ton job, c'est de convaincre des directions générales ou directions marketing ou directions digitales de venir dépenser une grande partie de leur budget sur Google. Donc, moi je disais, tu vends du clic et de l'impression, mais en réalité, tu vends du business. Et tu parles du business toute la journée. Ouais. Donc, moi, j'ai accompagné des startups tu vois, extraordinaires, pour en reparler, mais j'ai accompagné des boîtes comme Uber, tu vois, au moment où ils scalent leur business. J'ai accompagné des boîtes comme Devialet pour construire tout leur plan média en B2C. Donc, franchement, c'était incroyable. Le contexte, il est monstrueux à ce moment-là, quoi. C'est le moment où les startups ont full cash, elles lèvent masse de thunes, les taux sont à zéro. Enfin, c'est plus vers 2015, un tout petit peu après, mais elles ont plein d'argent à dépenser pour faire de l'acquisition, quoi. Donc, tu es sur le bon business au bon moment, quoi. Alors, tu rejoins le GAFA au moment où ça explose. Après, se posera la question du sens, qui est quand même importante. Mais à ce moment-là, à 24-25 ans, avoir la business card Google et pouvoir parler à n'importe quel directeur marketing, voire général, et de me retrouver à 25 ans, tu vois, j'ai eu un meeting avec Travis de Uber au Web Summit à Paris, où en fait, c'était un de mes prospects Uber. Et à l'époque, le DG d'Uber France, c'est Pierre Dimitri. Et il me donc je fais une réunion, je fais un rendez-vous commercial au Web Summit à Paris en 2013 où Travis est la tête d'affiche. Et je me retrouve dans une petite salle avec Pierre Dimitri, Travis, pour les accompagner sur le plan de déploiement publicitaire sur Google. Okay. Donc tu pitchais Travis en direct, du coup Alors, Pierre Dimitri l'a ramené un petit peu sur le meeting. Et je me souviens, le gars, il arrive comme ça, il me voit comme ça, Travis, il me dit What did you do in your life that made me want to talk to you? Genre, vraiment, premier truc qu'il me dit. J'aime bien. Je sais pas si vous avez vu la série là sur Uber. Non, j'ai pas vu. C'est quoi comme série? C'est une série qui est une fiction, mais qui retrace un peu le parcours de Travis avec tous ses névroses et son agressivité. Et clairement, enfin moi, pour l'avoir rencontré en 2013, je peux te dire que le mec, il t'aborde et il te dit ça. Toi, tu es là en mode à 24 ans et il te dit ça de manière hyper agressive. Et donc moi, je me souviens à l'époque, je lui réponds de manière un peu audacieuse, un peu spontanée. Je lui dis, je vais le dire en français. En gros, je lui dis, écoute, moi, je suis chez Google et en fait, apparemment, je viens ici au Web Summit, puisqu'apparemment, c'est les next business qui naissent au Web Summit. Parce que je ne sais pas si tu connais dans la genèse de Uber, de comment est née l'idée Uber. Travis, il raconte toujours qu'il était à Paris 2 ans auparavant, en 2011. Il sortait de la conférence Web Summit et il se retrouve dans le Capharnaüm des taxis parisiens et lui naît l'idée Uber. Alors, je sais pas si tu vois, c'est du storytelling ricain, je sais pas si c'est vrai. Donc, je lui réponds ça. Et il se tape une barre, tu vois, il me regarde et donc, du coup, tu vois, il connecte un peu avec moi. Et moi, je me souviens, je lui dis, c'est quoi le next business, tu vois? Je lui dis, toi, dans notre interaction, il me dit, yeah, like, think about something that pisses you off, that really makes your life shitty and hangry, tu vois. Donc, pense à quelque chose qui te rend nerveux et tout. Je dis, j'avoue, j'ai pas le même ressenti que lui. Et je lui dis, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu créerais si tu créais pas Uber actuellement? Et là, il me dit, c'est là où tu te dis, putain, il y a des gars, ils ont une top idée, mais peut-être que leur deuxième idée, elle est pas ouf. Il dit, yeah, like, ce qui me rend ouf, c'est quand je vais dans les hôtels et que, putain, je dois attendre, faire la queue et tout, j'en ai marre, je voudrais un process facile, etc. Tu lui dis, reste sur Uber. J'ai dit, reste sur Uber. Non, bref, petite anecdote pour dire que dans le cadre de ces collabs chez Google... C'est incroyable, à 24 ans, 25 ans, de rencontrer des gars comme ça, c'est quand même inspirant. Bon, même si le mec, c'est un sketch et tout ça, mais c'est quand même inspirant de fou et c'est une chance. Et puis, encore une fois, ça te drive, tu vois l'ambition, tu vois tout ça, quoi. Ouais, et puis, enfin, voilà, tu te crées aussi une mémoire business, des études de cas business que tu vas pouvoir réutiliser pour plus tard. Moi, que j'ai pu réutiliser chez Lime notamment, aujourd'hui chez SolarRock avec ma boîte. Tu vois, je repense à... Enfin, moi, j'ai accompagné une centaine de clients, tu vois, en 4-5 ans chez Google.
Mais je repense à l'époque à un meeting avec De Vialet. Donc De Vialet, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a, tu sais, l'ampli Phantom, Ouais. qui délivre le meilleur son du monde. Et à l'époque, De Vialet, tu vois, c'est une boîte qui fait des amplis pour le B2B, tu vois, des grosses enceintes, etc. Donc, tu vois, nous, en tant que Business Development Manager Google, on est reçus. Je vais rurer au mur dans leur... je sais pas si tu vois, ils ont leur showroom, etc. Et on arrive, on rencontre les cofondateurs, le directeur marketing. Ils nous reçoivent ils nous font signer un NDA en disant, voilà, on va vous montrer un produit assez unique qu'on est en train de développer. Donc, toi, tu arrives, tu montes. Je me souviens, on est monté le dernier étage du showroom. Et là, on rentre dans une salle de son, tu vois, un studio un peu comme ici. Et là, les mecs, ils mettent les 2 fantômes, ils balancent du son dans un truc studio. Ils nous disent, ça, c'est le son du futur. Et nous, on a besoin de Google pour que Phantom soit connu au niveau international et qu'on soit le futur Apple au niveau de notre cœur business. Tu dis... Et tu vois, tu es là, pareil, tu as 25 ans et en fait, concrètement, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que tu organises toute une stratégie sur YouTube avec l'agence créa, l'agence média. À l'époque, on a fait une stratégie de teasing assez incroyable. On faisait venir les gens en point de vente. On a fait une stratégie de teasing sur Something is Coming. Après, on a fait un blast publicitaire. Après, on faisait du retargeting. Enfin, on s'est éclaté. Et tu vois, cette étude de cas-là, elle a été reconnue en interne chez Google. Moi, elle m'a valu avec l'équipe avec qui je travaillais de pouvoir tu vois, en faire une étude de cas que j'ai présentée devant 3000 Googlers. Parce que chaque année, Google a sa sales conférence où ils reconnaissent les meilleures études de cas en interne. Et donc, moi, j'ai présenté cette étude de cas avec mon pote sur scène devant 3000 autres Googlers. Et voilà, pareil. Enfin, tu vois, voilà le genre de choses que tu te retrouves à faire chez Google qui fait que c'est un métier de rêve, tu vois, un petit peu, à cette époque-là, en tout cas. Non, mais clairement, moi c'est la question que j'ai envie de te poser, c'est si à 25 ans, ils te confient des missions comme ça de ouf avec des Uber, avec des De Vialet, ils font quoi les mecs qui ont 28, qui ont 30 ans, qui ont 5-10 ans d'expérience, quoi? J'ai l'impression qu'ils te filent les meilleurs clients. Ou peut-être qu'à l'époque, c'est tout petit ou quoi, je me rends pas compte, mais j'ai l'impression que là, t'es déjà au max, quoi, non? Alors là, c'est le moment où je tire un peu le rideau vers moi. C'est que déjà, on est dans une équipe très spéciale chez Google, cette équipe New Business Development d'entrepreneurs. Okay. Tu questionneras d'autres Googlers. C'était une petite équipe, donc en fait, c'est très différent des rôles d'account manager sur des large customer sales où tu là, c'est plus normé, quoi. Ouais. C'est beaucoup plus normé, beaucoup plus cadré. Donc en fait, c'était un peu une équipe à part. Qui a développé d'ailleurs chez moi des compétences commerciales de business development qui m'ont suivi, qui me suivent encore aujourd'hui. Donc, je te dirais que ce n'est pas représentatif de tous les métiers chez Google. Et après, je me les suis créé, ces études de cas là, dont je te parle. Tu vois, je suis allé les chercher tout seul. Il y a d'autres dans mon équipe. Si tu les interviews, je suis sûr qu'ils ont des belles études de cas, mais la réalité, c'est que moi, j'étais déjà... j'avais la dalle. Moi, j'avais la dalle. Je bossais comme un ouf. En fait, le business développement à cette époque-là, c'est que tu vas dans les conférences. À l'époque, je négociais auprès de mon premier boss chez Google d'aller à la conférence TechCrunch à New York parce qu'il y avait des startups. Donc, si tu veux, la prospection, c'est j'allais à New York ou j'allais à Lisbonne au Web Summit, qui était un peu la première participation de Google au Web Summit, pour aller trouver des prospects, etc. Donc, tu étais vraiment dans une pure logique de BizDev, avec la business card, globalement un budget assez illimité, et des ressources marketing dingues. Tu vois, on faisait des événements rue de Londres à Paris, on invitait des directions marketing, et on faisait des études de cas projetées avec des vidéos, des ballons, des machins. Enfin, tu vois, je pense qu'en termes d'artillerie de sales B2B, je pense que t'es next level. Du coup, il y a du budget. Toi, t'es bien payé à ce moment-là? Tu te rappelles combien t'es payé exactement ou pas? Alors, mon premier salaire chez Google, je m'en souviens, parce que je crois que mon salaire fixe, c'était 33 000 € avec 50% de bonus. Ça, c'est mon premier salaire chez Google. Donc 33 et tu passes à 45. Ouais, c'est ça, basé à Dublin. Et je te dirais qu'en 4-5 ans chez Google, donc moi j'ai été essentiellement dans l'équipe sales, mais j'ai fait un passage dans les équipes marketing. Mon salaire n'a fait... tu vois, il y avait un outil interne chez Google où tu pouvais voir l'évolution de ton salaire avec les bénéfices, les stock options. Mon salaire n'a fait qu'augmenter pendant 4-5 ans. Donc j'ai fini facilement
facilement à 4... Ouais, non, qu'est-ce que je raconte? À 3 fois ça, tu vois, Ok. en fin de parcours. T'arrives Et- à 150 au bout de 4-5 ans, Ouais. quoi. Ok, 150K, quoi. Ouais. Ok. Et je gagnais beaucoup trop pour la valeur que je crée. Enfin, en tout cas, ça, c'est... Tu vois, si je prends un peu de recul et sur qu'est-ce qu'on apporte, on est dans une grosse machine, tu as une croissance phénoménale, tu as 99% de la part de marché. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, moi qui suis entrepreneur et qui, tu vois, cravache pour mes parts de marché, tu es dans un monde qui est assez unique, tu vois. Ouais. Entre guillemets, c'est facile de vendre du Google, tu vois. Bah ouais. Ce qui est clairement. pas facile, c'est de créer ta propre histoire dans la boîte, développer tes propres compétences. Moi, j'ai fait plein de choses, tu vois. J'ai fait des leadership programmes, je suis allé un peu partout à l'international, je suis allé en Asie, aux US. J'étais hyper investi avec Google for Entrepreneurs. Donc, en fait, je donnais des formations au sein de Google for Entrepreneurs dans les campus à Sao Paulo, à Tel Aviv, même aux US. Et ça, c'est tous les à côté que je me suis créé en y allant, tu vois, en y allant comme un... Moi, j'ai pris ça comme un MBA, tu vois. Google, Ouais. pour moi, c'était un MBA. Grandeur nature, avec des gens brillants, intéressants, tu gagnais très bien. Mais je savais qu'il y avait une fin, tu vois. Ouais, sauf que le MBA, c'est pas toi qui reçois 150, c'est toi qui les payes, quoi. Mais, à cette différence près. T'as raison. Non, mais alors, franchement, c'est big et j'insiste là-dessus, notamment sur le salaire. Et c'est le salaire de l'époque, hein, donc pour que les gens se rendent compte, aujourd'hui, ce serait plutôt du 200, je pense, au bout de 4-5 ans. Enfin voilà, j'imagine, ça a suivi avec l'inflation. De la manière que les salaires en finance ont augmenté, les salaires dans la tech ont dû gonfler aussi, quoi, non? Oui, bah, moi, mes potes qui sont restés chez Google et qui n'ont pas pris leur coronesse pour aller faire autre chose, aujourd'hui, ils sont assis sur un matelas en termes de stock, de shares, ce qui est phénoménal. T'as un chiffre juste pour un gars, je sais pas, d'un de tes potes qui fait, je sais pas, 10-15 ans chez Google. Bah, il est assis sur 2-3 millions de shares, Ouais. qui a commencé avec moi en 2012. Ouais. S'il a bien... Alors, c'est toujours une question de seniorité. C'est un délire. Et tu te poses la question, tu vois, moi aujourd'hui, on va en parler, mais je suis beaucoup plus pauvre, financièrement parlant, que si j'étais resté à Google. Mais tout ce que j'ai appris, toutes les compétences que j'ai créées et toute la on va dire le cash flow futur que je peux générer et au-delà de ça, le sens que j'apporte à ce que je fais. Mais je suis tellement gagnant d'être parti de Google. Non, mais complètement. Et ça, on va en parler, tu vois, et ça va m'intéresser de savoir pourquoi t'es parti. Mais c'est juste pour dire aux jeunes, tu vois, qui sont en mode matrixés par la finance, et quand tu leur demandes pourquoi, ils te disent, bah, c'est pour gagner de l'argent, j'ai des emprunts à rembourser, je veux gagner de l'argent, je veux mettre de l'argent de côté, et tout ça. Et très bien, tu vois, t'as le droit de vouloir gagner de l'argent. Mais dans ce cas-là, j'ai l'impression que la tech, c'est juste mieux, en fait. Tu travailles moins, tu fais des trucs plus intéressants, et tu gagnes plus d'argent, tu vois. Donc, no-brainer. Si tu me demandes, d'accord. moi, en 2013, je rentre chez Google, j'ai mes potes en parallèle qui sont en M&A, qui sont machin, et on voit les trajectoires financières d'apprentissage, de voyage, parce que tu vois... les 5 ans chez Google, moi, je suis passé par 22 bureaux. Je voyageais en permanence aux US, en Asie, etc. Mais c'est un no-brainer. On ressort 5 ans plus tard, les mecs, ils sont essorés du M&A. Alors, je sais que c'est ton parcours. Et moi, non, moi, j'ai jamais été en M&A. Non, j'étais en salle de marché. T'es en salle de marché, putain. Merde. Je chiais pas des slides toute la journée, j'étais sur l'Excel, quoi. Pardon, mais en tout cas, no-brainer qu'effectivement... on était les golden boys, entre guillemets, des GAFA. Mais bon, c'est sympa. Mais tu vois, moi, le vrai message que j'ai envie de porter, c'est que c'est sympa quand tu as 23, 28 ans, parce que tu es dans une logique d'apprentissage. Mais une carrière professionnelle, c'est autre chose. Tu vois, c'est quel est le vrai impact, quel est l'ownership que tu as. Et tu vois, tu es dans une grosse machine. Au final, tu as des équipes Strat Ops chez Google qui décident de tout. Toi, tu es le dernier maillon de la chaîne. Alors, en réalité, tu apprends plein de choses. Moi, j'ai géré des équipes commerciales. Tu vois, j'ai appris à créer à gérer des commerciaux, à gérer un budget marketing B2B. Tu vois, à l'époque, c'est l'avènement un peu de la segmentation, des programmes du programme management en sales. Et on est au cœur du réacteur. Tu vois, aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est des choses qui ont, tu vois, ruisselé, la go-to-market dans les startups et autres. Mais à l'époque, Google est en avance par rapport à l'ensemble du marché. Donc, énorme apprentissage. Ouais. Et dernière chose intéressante, effectivement, au-delà des salaires, du lifestyle, de l'intérêt du job, de l'employabilité après, qui est beaucoup plus forte de si tu fais un truc méga niche en finance, c'est que tu n'as pas du tout un profil ingénieur, tu vois. Et ça, c'est une grosse misconception que les gens ont, c'est « Ah mais oui, mais la tech, je peux pas, je suis un gars de commerce. » Tu vois, au contraire, tu vois, tu as plein de jobs pour justement des un peu technico-commerciaux et tout ça. Mais bon, bref, je referme la parenthèse là-dessus. À 28 ans, 28-29 ans, après 5 ans chez Google,
qu'est-ce qui va provoquer le déclic où tu peux te dire, OK, c'est bon, j'ai fait le tour, il faut que je donne plus de sens à ce que je fais? Ouais, bah, en réalité, et tu vois, c'est une histoire vraie. Je suis rentré chez Google, je m'étais donné 5 ans. Donc vraiment, tu sais, chez Google, tu écris des PDP, Personal Development Plan, où ils te demandent de réfléchir. C'est hyper intéressant. Ils te demandent de réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire dans un an, qu'est-ce que tu veux faire à 3 ans, à 5 ans, etc. Donc ils t'amènent dès le démarrage, tu vois, à te visualiser quelles compétences, etc. Et moi, je me souviens, j'avais écrit, OK, j'ai 5 ans chez Google, et à la 5e année, mon objectif, c'est d'aller être... Je me souviens, à l'époque, j'avais écrit Business Unit Manager, General Manager. Je voulais absolument gérer un business, gérer le PNL, gérer l'expansion. Et donc, tu vois, dès la 4e année chez Google, je sens que j'atteins un peu un plafond de verre. Je tente en interne d'aller dans des équipes ouf, par exemple Waymo à San Francisco, en PM. Et en fait, je me prends des portes monumentales parce que, en fait, je suis cantonné à un rôle de sales B2B. Donc, très vite, je me dis, OK, il faut que je parte parce que sinon, je vais plafonner en termes de compétences. Et mon boss de l'époque, il me dit, c'est maintenant que tu dois partir. Parce qu'après, tu es emprisonné, tu vois. Si tu fais pas ce choix-là à 28 ans, tes salaires continuent à augmenter et tu quittes plus Google. Ouais. Donc, j'avais commencé ce choix-là, tu vois, 1 an auparavant. Et moi, ce qui était important pour moi, c'était l'impact, l'ownership, tu vois, et la gestion de PNL. Donc, j'ai commencé à passer pas mal d'entretiens en externe. Et au cours alors ça, c'est une histoire dingue aussi. Au cours d'une de mes missions Google for Entrepreneur, à l'époque aux US, tu reviens de LA, bah, j'étais à LA. Et en fait, Google Venture avait investi dans ce nouvel acteur de micro-mobilité qui s'appelait Lime. Et je me retrouve en fait avec les cofondateurs de Lime à LA, à Santa Monica, dans le cadre de ma mission Google for Entrepreneur, à tester la trottinette. OK. Lime à Santa Monica, c'est l'été, un peu avant l'été 2018. D'accord. Et je suis là à Santa Monica, je teste la trottinette. Et je me dis, quelle dinguerie, tu vois. OK. Genre, vraiment sensation de, je sais pas, t'es en plein air. Et tout de suite, je me dis, putain, si ce truc-là arrive en Europe, bah, le product market fit va être exceptionnel et c'est une folie, tu vois. OK. Donc, tu vois, je ressens le truc. Je suis à Santa Monica en train de me dire, bon, bah, voilà, il va se passer quelque chose de huge avec ça. Et pour la petite histoire, moi, j'ai été passé à côté d'Uber en 2013. J'ai été pris chez Google, mais j'avais aussi passé des entretiens chez Uber pour être le premier Operation Manager. Et je n'avais pas été pris. Okay. Donc, je m'étais dit, OK, le prochain Uber, je ne le rate pas, tu vois. Et donc, je parle avec les fondateurs de Lime. Je suis encore avec tu vois, les habits Google, entre guillemets. Et je leur dis, c'est quoi le next step? Et les mecs, ils viennent de lever 150 ou 200 millions pour l'expansion européenne. Et là, je me retrouve à nouveau avec... ils me disent, on veut lancer 50 villes d'ici... dans les 6 prochains mois. Et pareil, ils me ressortent la même phrase que la nana de Google m'avait dit 5 ans auparavant. We need people like you, tu vois. Donc, à nouveau, la même phrase qui revient. Et donc là, histoire vraie, le vendredi, je rencontre les cofondateurs de Lime. Moi, j'étais en train de vouloir faire autre chose. Je mets ma dème le lundi pour rejoindre Lime, été 2018, pour rejoindre l'équipe d'expansion internationale. On est 3 à l'époque. Et il y a un Head of Europe et 2 launchers, dont moi. Et très rapidement, on monte à 10-15. Et en fait, là, je me lance dans un truc exceptionnel qui consiste à lancer 50 villes en 6 mois. Donc, pour ceux qui ont connu à l'époque Uber, c'est Revival Uber, version Lime. Ouais. En 2018, conquérir l'Europe, conquérir un maximum de territoire. Et moi, je me lance dans un... Et donc, je quitte Google en tant que manager d'une force commerciale New Business pour un métier qui a juste rien à voir, qui est un métier de launcher. Ouais. C'est un mot qui, je pense, n'existe plus aujourd'hui. Enfin, il n'y a plus de start-up ou de scale-up parce que ça s'est tellement rationalisé. Et le métier de launcher, en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est juste... À l'époque, on rigolait chez Lime, on disait launch, sleep, repeat, quoi. Donc, tu lances, tu dors, tu répètes ça. Okay. Et tu dois le faire le plus rapidement possible, en gagnant les parts de marché le plus rapidement possible. Et le mot qu'on utilisait chez Lime, c'était Lime Speed. Donc, tous les Slack, les mails internes, tout le monde répondait avec ce truc, Lime Speed, tu vois. C'était la culture d'entreprise. Il fallait être le premier à conquérir le territoire, tu vois. C'était un jeu de risque
et il fallait, tu vois, conquérir un maximum de territoire. Enfin bref, là, je te fais un monologue, mais... Ce qui est méga intéressant dans la manière dont tu vois les choses à ce moment-là, et ce que je trouve assez tôt à 28 ans, c'est qu'en fait, ce qui va driver ta décision de partir de Google et de rejoindre Lime, de ce que je comprends, c'est se focus sur te scale toi-même, tu vois, plutôt qu'augmenter ton salaire. Et ne pas arriver dans la situation où plein de gens arrivent, où en fait, tu as ton salaire à scale et tes compétences n'ont pas de scale. Et en fait, du coup, il y a un trop gros écart entre les deux. Et du coup, en fait, tu as une valeur sur le marché du travail normale qui est nulle, ou qui est beaucoup moins grande. Et tu dis, ah, mais je comprends pas, moi, je vaux ça. Mais non, tu vaux pas ça. En fait, tu vaux ça dans un truc où le salaire est décorrélé de la compétence de marché, comme ça peut être le cas en finance, en conseil et tout ça. Et donc, le fait que tu captes ça en mode, il faut que je me scale. Après, de toute manière, le salaire va suivre. Je pense que c'est hyper intéressant. Et je pense qu'il y en a pas mal qui devraient se dire, bah, c'est ça, en fait. Mon focus, c'est il faut que je me scale et le salaire suivra, quoi. Ouais, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que, en plus, je me souviens donc de mon passage de Google à Lime, je fais un cut de salaire à l'époque de 35%. Et je me souviens, hein, c'est quand même, tu vois, quand tu baisses ton salaire, tu passes de. Alors, tu le rationalises, tu passes d'un métier de sales à un métier d'ops. Ouais. D'accord. Mais je me souviens que je fais exactement ce raisonnement-là avec mes mentors. À l'époque, j'ai encore des mentors qui sont des gens qui sont chez Google qui me disent la North Star KPI, l'indicateur clé pour guider ta carrière, surtout à ces âges-là, c'est les compétences. Ouais, c'est ouf. Ouais. C'est les compétences. Ça, personne ne te le dit en finance. Punaise, heureusement que je les ai écoutées. Quoi. Ah, de ouf. Les compétences. Je me souviens, mon mentor, il me disait à l'époque, there's 3 things you need to optimize. 3 choses que tu dois optimiser. Les compétences, le network et l'attitude. J'ai bien aimé ça, c'est très requin. Mais, ouais, non, mais c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Et en fait, tu te retrouves... Ça, franchement, c'était lunaire. Je me retrouve du monde des bisounours de Google, de la rue de Londres, du B2B SaaS, tu vois, où tu vends du Google dans des salles extraordinaires, le monde, tu vois, des locaux exceptionnels, à t'es placardé dans des entrepôts, t'as pas de bureau, pas de cowork, tu dois lancer des villes, t'as moins de 3 semaines, tu dors dans les entrepôts, t'es entouré de mécaniciens, logisticiens, t'es dans les banlieues des grandes villes. Et ça, je peux dire, c'est une bonne claque dans la gueule. Et moi, c'est ce que je recherchais, parce que c'était mon profil. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être confronté, tu vois, au réel. Et au bout d'un moment, chez Google, d'être vraiment dans le cloud, quoi, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Au bout d'un moment, j'en ai eu ma claque, tu vois. Ouais. Et j'avais besoin de sentir les choses, d'être tangible. Et là, la magie d'avoir rejoint une boîte comme Lime, c'est que tu as à la fois une brand, une marque qui est sexy auprès du B2C. Tu vois, très vite, on devient un market leader. Enfin, je veux dire, à Paris, il n'y a pas un mec qui n'avait pas l'application Lime, donc on est très sexy. Et en même temps, la réalité de notre métier, c'est qu'on opère des flottes, quoi, de véhicules. Donc, notre métier, c'est de déployer des véhicules aux bons endroits, maximiser la demande, rapatrier ces véhicules, les recharger et assurer une continuité d'opération. Et tu déplaces des dizaines de milliers d'utilisateurs tous les jours, tu vois. À Paris, on est monté dès le premier été on faisait des pointes à 120 000 trajets jour. Enfin, tu vois, c'était fou. Donc voilà, c'est ça qui était incroyable. C'est passer de l'univers Google à Lime. Et je t'avoue que c'était vraiment, vraiment difficile, même mentalement. C'était pas évident, quoi. Plus le premier été, du coup, c'était 2018. C'était la Coupe du Monde et tout. C'était le début, quoi. Enfin, je veux dire, c'était trop bien pour lancer. Ça a dû être très vite adopté, en fait, par plein de gens, quoi. Ouais, c'était fou, en fait. C'était malade. En gros, on déployait... Je me souviens, la première flotte qu'on déploie à Paris, on déploie 300 véhicules. Et on se dit, la demande va être capée. Et en fait, la North Star KPI qu'on mesurait chez Lime, c'était le taux d'utilisation des véhicules. Mmh. Avec l'idée de conquérir, d'être le premier à scaler la flotte pour gagner la ville. Et on met les 300 véhicules le premier jour. Et genre, taux d'utilisation à 15 par véhicule. Dinguerie, tu vois. Et donc, du coup, derrière, si les véhicules sont utilisés autant, c'est-à-dire qu'ils se déchargent rapidement, donc tu dois les recharger. Et donc, nous, on se retrouve, on va en parler, mais on met en place toute l'infra de recharge avec ce qu'on appelle les juicers à l'époque, les auto-entrepreneurs.
Ok. qui sont, à l'époque, c'est des gens issus, je dirais, de la gig economy, comme on dit en anglais, donc l'économie informelle, qui sont des auto-entrepreneurs qui prennent leur petit camtar et rechargent, tu vois, les véhicules dans leurs entrepôts. Ah ouais, ok. Et on n'a pas encore internalisé cette compétence. Donc on D'accord. se retrouve avec des histoires de fous. Mais surtout, on se retrouve à avoir une telle demande que nous-mêmes, les launchers et les operation managers, à devoir, tu vois, le soir, conduire les véhicules de camions, aller récupérer les trottinettes nous-mêmes. Donc moi, je me souviens, c'était la Coupe du Monde, avec tout le monde qui était comme des gueudins en train de fêter tu vois, victoire des Bleus, la ouais. victoire. Et nous, on était là comme des On oufs, rapatriait des à trottinettes. rapatrier des Et ça, je peux te dire, je l'ai vécu à Paris, je l'ai vécu à Rome. Ouais. Rome, je me suis occupé... Enfin, après, mon rôle a grandi chez Lime pour prendre plus de marché. Et en fait, pareil, je me retrouve 3 ans plus tard avec la même excitation, mais ce même côté très underground, main dans le cambouis. Et la culture chez Lime, c'était... tu dois être exemplaire sur le terrain, tu dois montrer l'exemple et tu dois faire le job avec tes mécaniciens, avec tes logisticiens, tu vois. Donc ouais, Paris 2018, folie, et surtout, on prend conscience qu'il y a une demande extraordinaire sur cet engin-là. C'est-à-dire qu'on dépensait 0 en marketing. À chaque fois, on mettait des véhicules et la demande, on augmentait la flotte et la demande augmentait, tu vois. C'était fou. C'était complètement fou. Tu vas gravir les échelons chez Lime jusqu'à te retrouver General Manager France, donc à gérer voilà, toutes les grosses villes de France, notamment des villes un peu chaudes, à Marseille, tout ça. C'est quoi tes plus gros challenges dans un métier vraiment de logisticien, d'horloger, où tu dois gérer toute une flotte de véhicules sur tout le territoire français? Tellement de challenges. Effectivement, première fois où tu vois, je suis promu assez vite d'un rôle de launcher à un rôle de general manager, donc je grandis dans la boîte. Et à l'époque, mon boss de l'époque, qui est le CEO actuel de Lime, il me dit Ok, tu voulais du challenge, on te nomme GM France, et là, ton premier mandat, c'est de fix Marseille, il me dit. Go there and fix Marseille. Okay. Je me souviens. Et là, Marseille. C'est un beau mandat. Folie. Marseille, on est en 2019 et c'est la ville où, pareil, il y a un usage phénoménal. La flotte, il y a 1000 véhicules qui sont utilisés. Tu vois, on fait des pointes à 10 000 trajets ou 15-20 000 trajets. Et c'est la ville où il y a le plus haut taux de vandalisme au monde. Donc à l'époque, Lime, on est déjà en 2019, on est déjà dans 150 villes. Et donc tu as cette ville dans la liste de villes où il y a en rouge le vandalisme. Et on perd, je me souviens à l'époque, on perd 5% de la flotte. Chaque semaine, on perd 5% de la flotte, soit dans la mer. À l'époque, il y a un énorme... tu vois, j'ai un sujet médiatique énorme à gérer. C'est les minots qui se jettent sur le vieux port et qui font des TikTok. Et tu as tout un business informel qui s'est créé dans les quartiers nord, ou même dans Marseille, où les mecs sous-louent les trottinettes avec des fameux juiceurs, où il y a eu beaucoup de dérives. Okay. Donc je me retrouve à devoir restructurer la ville de Marseille, où j'arrive premier jour, je débarque à l'entrepôt quartier nord à côté de l'Estac, il y a 40 mécaniciens, il y a personne qui bosse, l'operation manager il est burné tu vois il y a énormément de dysfonctionnement, donc je me retrouve à devoir restructurer ça. Donc pareil, tu fais des choix difficiles, tu licencies 30% des effectifs. Je me souviens, il y avait des mécaniciens qui débarquaient avec leur gun au travail, tu vois. Pour te dire, comme on avait recruté... En fait, il faut vous dire qu'on a... L'hyper-croissance était tellement incroyable chez Lime qu'on a dû... On lançait les villes tellement vite, on scalait les flottes tellement vite, qu'on se retrouvait à recruter vraiment des mécaniciens, des logisticiens sans checker quoi que ce soit, tu vois. On travaillait avec des agences de recrutement, d'intérim. Et parce qu'on avait besoin de personnel, tu vois. Et donc, tu te retrouvais avec des gens, parfois, qui n'étaient pas du tout dans les... Pablo Escobar en mécano. Ouais, voilà. Et quand tu te retrouves à devoir dire à un mécano, en fait, écoute, ton chemin s'arrête ici, mais que tu sais qu'il a un gun. Ouais. Et que, tu vois... Qui te dit le tien aussi. Tu vois, t'es là, pareil, tu vois, t'es vraiment en mode capitaine de navire, tu vois. Donc là, il est loin, hein, le monde de Google. Là, t'es sur le terre-terre. Tu gères des opérations, tu gères des chefs d'entrepôt, des mécaniciens. Donc, gros challenge, c'est la restructuration à Marseille. Et notamment, l'évolution, tous ceux qui ont travaillé dans le monde des opérations se reconnaîtront dans cette histoire, c'est que au début, tu scales ton modèle, donc tu variabilises tes coûts. Et nous, sur la recharge, on passait avec ces auto-entrepreneurs, qui étaient ce qu'on appelait les juicers.
Je pense que ceux qui ont vécu à Paris, Lyon ou Marseille 2018-2019 se souviennent de ces fous dans Paris qui, tu voyais, ils superposaient les trottinettes, ils arrivaient dans leur 4L avec leurs trottinettes partout. Et donc, moi, j'ai dû transitionner ce modèle de juicer full gig économie auto-entrepreneur à un modèle rationalisé où on externalise ses coûts, mais auprès de 2 ou 3 sociétés professionnelles qui répondent à un cahier des charges social, environnemental. Donc, si tu veux, je me retrouve avec une mission incroyable à Marseille où j'ai genre une 150 personnes qui rechargent les trottinettes et ça fait vivre tout un écosystème. Du jour au lendemain, tu vas devoir switcher ce modèle et passer par 2 sociétés. Ok. Donc moi, je prépare ça, c'est un gros projet, tu vois. Donc, je prépare ce projet avec mes équipes, etc. Et j'appuie sur j'appuie entre guillemets sur le bouton où du jour au lendemain, les mecs peuvent plus recharger les trottinettes. Et il faut te dire qu'à l'époque, comme on était un peu couillon sur le pricing, mais c'était le début, on est monté jusqu'à 15 € la trottinette rechargée. Tu fais le calcul. T'imagines, on a enrichi des mecs à Paris, à Marseille. Ouais. Et du jour au lendemain, on switch et on passe par 2-3 sociétés pro. Et là, je me souviendrai toute ma vie de cette histoire. Je débarque à l'entrepôt le lendemain matin. Et là, je vois tous mes camions Lime défoncés, explosés. Les mecs avaient balancé des cocktails Molotov dans tous les camions Lime. Et j'avais des gars à l'entrée de l'entrepôt qui m'attendaient pour me défoncer, tu vois. En mode, c'est qui ce nouveau responsable qui change le système, etc. Je te passe les noms d'oiseaux, etc. Donc, en l'occurrence, mon staff m'a protégé, etc. Mais voilà, tu te retrouves confronté. Tu vois, tu me disais le challenge, c'est d'être dans l'économie du réel. C'est-à-dire que... Et c'est hyper intéressant de se dire, OK, c'est pas un jeu, tu vois. C'est pas un jeu de gagner des territoires... faire grandir un service. Au bout d'un moment, tu es dans l'économie du réel, tu as des mécaniciens, des logisticiens, tu fais vivre un écosystème et en même temps, tu veux que ce développement soit apaisé. Et en fait, tu te retrouves à devoir gérer une vraie entreprise qui fait vivre en fait un écosystème. Et je m'en suis bien sorti, les mecs m'ont pas défoncé la gueule au final. Et on a réussi à stabiliser Marseille. Donc, petit à petit, on restabilise. Tu vois, la flotte, on perd plus 5% des véhicules, on n'en perd que 1 ou 2%. Tu vois. Donc, mon boss, mon CEO à l'époque, me dit putain, good job, etc. Donc, tu vois, je commence à avoir une reconnaissance interne. Et là, climax, nouvel événement, nouvel épisode, on perd l'appel d'offres. Parce que tu sais, on avait des appels d'offres à gérer. En fait, quand tu opères des flottes de mobilité, tu as des appels d'offres. Là, comme à Paris, on a un appel d'offres où tu as 3. Et donc, on avait candidaté à l'appel d'offres et on perd ce fameux appel d'offres. Et donc, on doit fermer l'entreprise. Donc là, je me retrouve, après avoir restructuré la boîte, 3 mois plus tard, à devoir fermer la boîte. Donc, tu mets 50 personnes au chômage. Et pareil, histoire de fou. Toutes mes équipes, qui sont des vrais Marseillais, je les salue s'ils écoutent le podcast, ils se retrouvent à la mairie à faire une manif devant la mairie pour dire comment vous pouvez dégager Lime, qui est l'opérateur de référence. J'ai les tifos de l'OM qui viennent me voir à l'entrepôt en me disant, si tu veux, Ben, on met un énorme banderole de soutien à Lime au prochain match de l'OM. Enfin, tu vois, une dinguerie. Moi, mes responsables affaires publiques me disaient à l'époque... écoute, il faut là on fait profil bas, on perd l'appel d'offres, on reviendra, tu vois. Et tu sais, toi, t'es tellement dans ton univers, tu vis Lime, tu penses Lime 7 jours sur... Moi, je travaillais 7 jours sur 7. Ouais. Tu vois, je travaillais 7 jours sur 7, 24 sur 24. T'imagines, tu déplaces des dizaines de milliers, t'as des folies qui se passent tous les jours, parfois des accidents vraiment compliqués à gérer. Et en fait, tu perds un marché et là, tu grandis d'un point de vue business. Je me souviens, mon CEO de l'époque m'a dit « T'inquiète pas, Ben, tu verras, on reviendra. On reviendra, il faut savoir, entre guillemets, perdre. » Et tu vois, c'est un gros apprentissage business. Tu n'es pas forcément responsable de ce qui t'arrive, mais tu es responsable de comment tu gères ce qui t'arrive. Tu vois. Et donc, à l'époque, je rationalise. Je me dis, il y aura un autre appel d'offres 2-3 ans plus tard. Et guess what, on est revenu 2-3 ans plus tard. Donc voilà, le gros challenge pour nous, ça a été vraiment de gérer l'hypercroissance. Gérer derrière cette phase qui est hyper intéressante, qui est d'une phase de croissance at all cost. On passe à une phase de rentabilité post-Covid. On restructure complètement. On rend nos marchés EBITDA positifs. Donc on prend des décisions difficiles.
Et 3, je dirais, le gros enseignement ou challenge, ça a été de pacifier en fait l'usage en amenant de la tech dans le produit. Tu vois, le parking sécurisé. Tu vois, aujourd'hui, quand tu prends ta Lime, tu rentres dans les parkings sécurisés. On a fait tout un travail quand même d'embarquer. Alors, on n'a plus les trottinettes, merci Hidalgo, mais on a quand même bien compensé avec les vélos. Mais en tout cas, on a pacifié l'usage. Et ça, c'est un gros apprentissage pour moi d'un point de vue business. C'est qu'il y a des externalités positives à faire tout ça. C'est-à-dire que c'est mieux pour l'usager qui est plus en sécurité, c'est mieux pour les villes, puisque maintenant la micromobilité s'est imposée dans l'ensemble des villes françaises, tu vois. Et voilà, donc ça c'est un de mes gros apprentissages chez Lime. Ouais. Quel a été dans ton expérience chez Lime le plus gros salaire que tu as touché, fixe plus bonus, pour qu'on se rende compte un peu à quel niveau tu arrives à ce moment-là et ce à quoi, je spoil, mais tu vas renoncer en voulant créer ton propre projet à toi? Moi, je suis resté 4 ans chez Lime. J'ai commencé comme launcher, ensuite je suis devenu general manager, ensuite je suis devenu regional general manager. Et mon dernier salaire chez Lime, c'était... j'ai retrouvé mon salaire de Google. Ok. Donc je crois que j'étais à peu près à 150 000 euros, mais je te dirais qu'en taux horaire, Ouais. je crois que j'étais beaucoup plus pauvre que chez Google. En taux horaire et en taux stress aussi, parce que ça a l'air je pense d'être que j'ai intense, quoi. j'ai pris pas mal de cheveux blancs. Ok. Mais j'ai surtout appris à gérer un business dans l'économie du réel. Et moi, ça a façonné, on va dire, derrière tout le développement de Solarrock dans le sujet de l'énergie. Voilà. Pourquoi tu quittes du coup Lime à ce moment-là? Alors, je quitte Lime parce que, tu vois, j'ai vraiment connu le 0 to 1, de 0 trottinette à une quarantaine de villes déployées que je gérais. Donc, moi, j'ai fait le 0 à 100 millions de CA, tu vois, sur mes marchés. Donc, tu vois, j'ai vraiment consolidé le playbook de la croissance et de la restructuration. Parce qu'en fait, d'un business exponentiel, mais qui perdait plein d'argent, on est passé à un business très gros, mais qui gagnait de l'argent. Donc, on était EBITDA positif, tu vois, on faisait 20% d'EBITDA sur mes marchés à la fin. Et moi, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais essoré. Je gérais des general managers et je commençais à recruter des general managers qui venaient du conseil en strat. Ouais. Donc, tu vois, moi... alors, c'est génial. Et je pense que ça, c'est le playbook du recrutement. Il faut toujours recruter des gens meilleurs que soi. Mais au bout d'un moment, gérer des general managers du conseil en strat, je pense que ma mission se finit. Et ouais. Surtout, moi je te coupe, mais tu as beaucoup insisté dessus. La grosse expérience chez Lime, c'est que tu es dans l'économie réelle. T'empêches les juiceurs de recharger les batteries, tu détruis des emplois, tu vires des gars, il y a des conséquences, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouve fou dans l'expérience que tu as eue, qu'on n'a pas tous la chance de vivre dans nos métiers de corpo, tu vois, notamment dans le conseil, où tu vas moins voir peut-être les conséquences. Tu donnes des conseils à des boîtes, après tu te barres, tu vas peut-être pas voir ce que ça devient concrètement dans 6 mois, et à quel point ça change la vie des gens, tu vois, les emplois qui se perdent et tout ça, quoi. Donc, je sais pas, ça me paraît pas évident le playbook de se dire, putain, des mecs en conseil, ils vont être bons chez Lime dans un truc qui est méga connecté au réel, quoi. Ouais, c'est très juste ce que tu dis, mais en même temps, c'était une nouvelle séquence chez Lime. En fait, le 0 to 1 que j'ai connu, 2018-2022, c'est la première séquence Lime. Ça consistait à dire on conquiert des territoires, on devient un market leader dans les plus grandes villes européennes et on crée un business qui est rentable. Ensuite, tu rentres dans la phase 2. Donc, le business s'est pacifié, apaisé. Tu vois, on travaille avec les villes. Il y a de la tech dans le produit. Et là, on rentre dans la phase 2022 jusqu'à maintenant. Mais tu vois, mes successeurs, c'est des gens qui viennent optimiser chaque point d'EBITDA, qui viennent, tu vois, avec un niveau analytique et de structuration qui est beaucoup plus fort. C'est pas du tout les mêmes boîtes. Donc, si tu veux... non, je pense que sur cette phase 2, des gens issus du conseil sont intéressants. Mais jamais tu mets des mecs de conseil dans la période que j'ai vécue, moi. D'ailleurs, tu vois, dans tous les general managers qu'il y a eu, moi, je te dirais que le average tenure, donc la rétention moyenne d'un general manager chez Lime, c'était 12 mois. Parce que c'est comme dans les clubs de foot. Si tu n'as pas de résultat, tu vois, dans les grands clubs, après 3 week-ends, les Américains, ils ont zéro pitié. Tu dégages. Ouais. Ils te remplacent.
Donc, tu es en pleine exposition. Et nous, le centre de gravité de Lime au niveau mondial, c'est une boîte américaine, hein, c'était en Europe. Donc, nous, on était dans l'œil de Sauron. Et du coup, on était obligé d'avoir des résultats. Donc, moi, j'arrive au bout des 4 ans et je me dis, OK, j'arrive au bout de mon parcours. Et les compétences pour cette nouvelle séquence qui s'ouvre ne sont pas les compétences pour moi. Et puis surtout, j'ai envie de développer ma boîte. Et puis, il y a des changements au niveau de la direction. Il y a un nouveau boss Europe avec qui je ne m'entends pas forcément bien à l'époque. Donc, tous les indicateurs sont ouverts pour voler de mes propres ailes et pour revenir à l'entrepreneuriat, qui est la mission de départ, tu vois, que je m'étais donnée. Tu vas créer une entreprise qui s'appelle Solarock. C'est quoi la mission de Solarock? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Ouais, alors après Lime, je prends un peu de temps pour réfléchir et puis pour couper. Donc je prends, tu vois, 6 mois pour voyager et kiffer un peu la vie. Puis je rencontre mes associés, Laure et Joseph, qui eux sont ingénieurs. Et on se met sur ce secteur de l'énergie, qui est un secteur phénoménal, qui a été très peu disrupté ces dernières années, avec, tu vois, une volonté de comprendre où est la valeur. Et très rapidement, on se rend compte qu'on a une opportunité en 2000, donc ça c'est 2023. On se rend compte qu'il y a des tendances énormes en fait, qui arrivent sur le marché de l'énergie, qui sont l'électrification massive. Là, c'est encore plus accéléré avec les data centers, l'IA. Mais tu vois, globalement, les pompes à chaleur, les véhicules électriques, et que tu as ce double mouvement de baisse en fait, du coût des matériaux de panneaux solaires et du hausse des prix de l'électricité, qui crée, tu vois, une opportunité assez extraordinaire pour pouvoir s'équiper en photovoltaïque, en panneaux solaires, et de remettre l'énergie solaire au cœur en fait, du mix énergétique français. Donc nous, on arrive à ce moment-là, tu vois, avec cette idée juste de dire, OK, on va s'attaquer au monde de l'énergie. Mes associés et moi, on a des motivations différentes. Tu as un de mes associés qui est vraiment mu par l'écologie, tu vois, Joseph, qui lui est vraiment dans une logique de décarbonation à tout prix. Laure, qui vient de Palantir, elle qui a codé des softwares pour des ouvriers de terrain, et qui croit beaucoup à ces intelligences terrain et ces intelligences de bureau, et consolider ça au sein d'un business. Et moi qui veux revivre l'expérience, entre guillemets, que j'ai pu vivre avec Lime dans l'économie du réel, et de créer aussi une licorne dans le monde de l'énergie. Tu vois. Donc on met un peu ces 3 motivations-là, on regarde le marché, et assez rapidement, on se rend compte qu'il y a une opportunité énorme pour créer en fait une plateforme qui permette en fait de développer l'énergie solaire en France, qui est un marché énorme mais très peu pénétré. Tu vois, tu as 15 millions de foyers compatibles en France pour de l'énergie solaire, et tu as uniquement 700 000 foyers équipés. Okay. Donc ça fait 5% de pénétration d'équipement, là où nos voisins européens, que ce soit les pays scandinaves ou l'Allemagne, ils sont plutôt à 20%. Tu as des licornes du solaire là-bas. Ah ouais, ok. Donc très rapidement, on se dit, ok, j'ai fait un long monologue pour dire qu'on se lance sur ce sujet du réseau électrique et de créer en fait une plateforme leader sur l'énergie solaire et le pilotage de cette énergie. Donc c'est du B2C principalement, c'est de la distribution de panneaux solaires à des particuliers, c'est ça? Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'offre B2B ou quoi? Alors nous, on est un expert de ce qu'on appelle l'autoconsommation solaire, à destination des particuliers et des entreprises, des petites entreprises. Okay. Donc concrètement, ça veut dire qu'on installe des panneaux, des batteries nouvelles technologies et des systèmes de pilotage intelligent de cette énergie pour pouvoir réduire la facture électrique. Et notre innovation, elle repose, tu vois, sur 2 modèles, enfin sur deux choses essentiellement. C'est notre réseau d'agences. En fait, on a des agences hyper locales qu'on a équipées de technologies qui les rendent particulièrement rentables. Donc ça, on va en parler, mais c'est un modèle où en fait, on agrège en fait plein d'installateurs qui sont des installateurs d'excellence, et on les équipe d'outils et de logiciels pour qu'ils soient particulièrement rentables et auprès du client final. Et l'autre innovation, c'est vraiment l'offre finale qu'on développe pour le client, que ce soit une entreprise ou un particulier, où on ne vient pas juste installer des panneaux, mais on vient t'installer des panneaux solaires, des batteries et une technologie qui permet d'optimiser la quantité d'énergie que tu produis et in fine, du coup, de réduire ta facture. La boîte a été lancée il y a combien de temps? On a lancé la boîte fin 2023. Ok. Et on a fait une levée de fonds de 7 millions d'euros. On est 25 aujourd'hui. On a une belle croissance. Ouais.
Valo de 7 millions, la Valo, elle n'est pas publique. La Valo n'est pas publique. Valo et chiffre d'affaires pas public. Alors, chiffre d'affaires, si on a fait à peu près 250 installations l'an passé, Ok. pour un panier moyen de 10 000 euros. Ok. Donc voilà, les gens feront le calcul, mais surtout là, je dirais que le modèle de croissance de Solarrock et l'innovation principale, elle repose sur ce positionnement qu'on appelle de business in a box, donc de boîte à outils, où en réalité, on vient agréger plutôt qu'en fait, tu vois, de faire une marque nationale qui sous-traite l'installation, on vient voir des installateurs de panneaux solaires en local qui sont des champions locaux. On sélectionne les meilleurs qu'on rencontre. Et en fait, on les fait rentrer dans notre réseau et on les équipe d'outils, de logiciels, d'IA notamment, pour les rendre, tu vois, hyper profitables et rentables. Et on consolide un réseau qu'on a appelé le réseau Solarrock. Donc, en fait, tu as des marques, enfin, tu as des installateurs qui rejoignent notre réseau et qui nous permet, nous, d'avoir une présence petit à petit nationale. Mais les installateurs, pour bien comprendre, ils font pas juste la manutention de l'installation, ils fournissent aussi le hardware, du coup. Oui, bien sûr. Ok. Être installateur de photovoltaïque et de batterie, ça veut dire que tu viens chez toi, chez un particulier, tu fais une étude, on va dire, de rentabilité sur ta maison. Tu vas, in fine, vendre une installation solaire. Ça comprend les batteries, un onduleur, des panneaux solaires. Et tu installes. Ok. Et derrière, tu vas faire aussi le suivi de l'installation, puisqu'en fait, une installation solaire, ça dure 25-30 ans. Donc, en fait, quand tu vois une maison qui est équipée de panneaux solaires, elle est équipée sur une période de 30 ans. D'accord. Et elle va commencer à produire sa propre énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Tu vois, tu mets des panneaux solaires chez toi, tu produis ta propre énergie. Avec cette énergie, tu peux faire plusieurs choses. Soit tu l'autoconsommes. Donc, quand tu autoconsommes, c'est des kilowattheures que tu rachètes plus au réseau. Soit tu décides de la revendre. Alors, et aujourd'hui, tu la revends à un tarif très, très bas. Tu revends à 4 centimes quand tu achètes à 19. Soit tu la stockes avec des batteries pour pouvoir réutiliser et décaler ta consommation. Et donc, en fait, tu vois, tout l'intérêt de l'énergie solaire aujourd'hui, c'est de te permettre en fait, de pouvoir vraiment investir sur un asset, une centrale solaire chez toi, qui va te produire des revenus et qui va te rendre relativement indépendant du réseau et surtout qui va te permettre en fait, de te protéger contre la volatilité des prix de l'énergie. Donc c'est un sujet qui doit intéresser tout le monde aujourd'hui et qui est un sujet colossal. Là, tu vois, Elon Musk aux US, il parle que de solaire. Il n'y a qu'en France qu'on s'intéresse encore très peu au solaire. Moi, je suis persuadé que dans 10 ans, tu auras 3/4 des foyers qui seront équipés en panneaux. Au bout de combien de temps c'est rentable? Donc je suis un particulier, tu te dis en moyenne ça me coûte 10 000 balles d'installer un panneau solaire, quoi. Je sais pas, sur une baraque classique, je sais pas ce que c'est la consommation exactement, mais c'est l'ordre de grandeur du prix de la consommation à l'année, c'est quoi? Et au bout de combien de temps je me dis, tu rentabilises en 10 ans ton panneau ou... Ouais, alors une installation solaire, selon tu vois, ta consommation, selon les caractéristiques de ta maison, tu vas avoir des installations. On parle en kilowatts crêtes, donc c'est le nombre de panneaux installés. L'installation moyenne, c'est à peu près 6 kilowatts crêtes, ça veut dire 12 panneaux. D'accord. Et en fait, donc ça va coûter entre 11 000 et 14 000, 15 000 euros. Et en fait, cette installation-là, elle va te permettre à peu près, selon, encore une fois, les caractéristiques, ouais. là où tu es, ta consommation, plus tu consommes en électrique, plus tu vas rentabiliser, plus tu es bien exposé au sud, plus tu vas pouvoir produire. Mais globalement, tu vas rentabiliser cet investissement de CAPEX, tu vas le rentabiliser entre 7 et 11-12 ans pour repayer en fait, cet investissement initial. Et en fait, au bout de ces 7-8 ans, toute l'énergie que tu vas produire, en fait, ça va être du pur gain. Or, ton installation, elle dure 30 ans. Donc, tu vois, ça te rend cash flow positif à partir de la 12e année jusqu'à la 30e année. Ouais, c'est un bon investissement quand même, quoi. C'est un super investissement. Ouais. Et surtout, tu vois, les gens ont tendance à confondre durée d'amortissement avec un TRI. Oui. Et en fait, c'est une classe d'actifs aujourd'hui qui est extrêmement rentable, à la fois pour le particulier, notamment les particuliers qui sont très électrifiés ou qui vont augmenter leur consommation électrique. La plupart des foyers, tu vois, vont investir dans des véhicules électriques. Les prix de l'électricité
sont quand même amenés à augmenter dans les prochaines années. En plus, au vu des incertitudes géopolitiques et autres, tu vois, en ce moment avec tous les conflits, ça devrait augmenter. Et surtout pour les entreprises. Parce que tu vois, aujourd'hui, dans le compte de résultat d'une entreprise, tu vois, le coût énergétique, c'est un coût hyper important dans ton PNL. Et investir dans tu vois, nous, on équipe de plus en plus de petites entreprises. C'est hyper nécessaire, en fait, pour pouvoir maîtriser ton coût énergétique dans la durée. Et le troisième volet, c'est le volet immobilier où tu fais prendre de la valeur patrimoniale C'est ça, en améliorant l'efficience énergétique de ton bien. Et donc, quand tu le revendras, voilà, c'est un investissement qui n'est pas perdu. Enfin, tu ne vas pas le rentabiliser juste au bout de 10 ans. Il y a aussi, tu peux le revendre et tu as gagné là-dessus. Tu dis qu'en France, le taux d'équipement par rapport au foyer éligible est de l'ordre de 5%, alors que dans d'autres pays nordiques ou Allemagne, c'est de 20%. C'est quoi les freins qui expliquent le développement du solaire en France, tu dirais ? Alors, il y a plusieurs freins. Le premier, c'est qu'historiquement, la France a toujours produit son énergie sur la base du nucléaire. Ce qui est une très bonne chose, tu vois, puisque le nucléaire, ça produit une énergie, tu vois, décarbonée très peu chère. Donc, en réalité, le prix au kilowattheure en France a toujours été relativement bas parce qu'on a investi très vite dans le nucléaire. Donc ça, c'est le premier point. Mais c'est amené à changer. C'est-à-dire que déjà, sur les 10-15 dernières années, tu vois, les prix de l'électricité en France, ils ont augmenté à peu près de 3% en moyenne par an. Et en fait, tu vois, le prix au kilowattheure en France est beaucoup plus bas que chez nos voisins allemands ou scandinaves. Mais c'est parce qu'on a cette dépendance au nucléaire et surtout, on a une sorte de dépendance. On a eu un mécanisme de bouclier tarifaire où en fait, l'État protège aussi ses prix de l'électricité. Donc ça, c'est le premier point. C'est le fait qu'on a 80% de notre mix énergétique, il est sur le nucléaire, qui est une énergie peu chère. Le deuxième, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup d'aides d'État en France, qui fait qu'il y a eu beaucoup de scams, tu vois, de margoulins sur ce secteur. Okay. Et c'est là où nous, on vient aussi innover, entre guillemets, avec, tu vois, un vrai... label Solarrock. Le label Solarrock, la qualité, tu as une vraie expérience client. On ne fait pas de sous-traitance. Donc, tu vois, toi, si tu veux t'équiper en panneau, donc tu as un bureau d'études qui te fait une étude, tu as un technico-commercial qui vient chez toi, qui étudie ton tableau électrique, ta toiture, qui te rend une étude avec transparente, avec un logiciel de dimensionnement, tu vois, en 3D, avec de l'IA qui te permet vraiment de voir combien tu vas produire sur les 25 prochaines années. Ça me coûte combien de faire cette étude préliminaire ? Avec nous, c'est gratuit. Ah ok, t'offres l'étude. Ouais, on offre l'étude. Okay. Ça fait partie de notre process commercial et de rassurer sur un marché où il y a eu beaucoup d'opacité. Parce que tu sais, à chaque fois que tu as un marché où il y a de la subvention, ouais. T'as on utilise souvent le mot margoulin, c'est un mot que j'ai appris avec le solaire. Ouais. Tu as beaucoup de margoulins qui s'engouffrent là-dedans. Okay. Et du coup, tu as eu des folies pendant 10 ans sur ce marché. Où tu as eu tu vois, ce que je te disais, une installation qui coûte 12 000 euros, une installation moyenne, tu as des gars qui, pendant des années, ont vendu à 20 25 000 euros. Ouais. Ou tu as les gros énergéticiens, EDF, Engie, Total, qui sous-traitent l'installation et qui appliquent des prix qui sont là aussi 15 à 20% plus chers. Donc, tu vois, voilà, les deux raisons, c'est le nucléaire, les aides d'État, qui font qu'en fait, la France a toujours eu un retard. Et là, les tendances... Enfin, pourquoi on pense que c'est une opportunité incroyable ? C'est parce que justement, tu as l'avènement de l'électrification qui fait qu'en fait, il va falloir stabiliser le réseau. Et en fait, nous, ce qu'on crée avec Solarrock, c'est vraiment une infrastructure et un réseau de déploiement d'énergie électrifiée qui soit le réseau le plus efficace possible parce qu'il s'appuie en fait sur... notre réseau d'installateurs en propre et avec nos partenaires Powered by et qui ne viennent pas juste installer du panneau, ils installent des panneaux, des batteries et des outils de pilotage. Parce que ça, c'est la clé aujourd'hui, c'est le pilotage de l'énergie. Quand tu arrives avec un nouveau truc comme ça qui est assez disruptif, qui ne fait pas forcément les affaires des gros acteurs en place, tu te fais des ennemis. C'est le cas, toi, sur le solaire, il y a des gens qui ça ne fait pas trop leurs affaires, ce que tu es en train de développer ? Ah bah ouais, on a quelques ennemis. Déjà, tu as toutes ces... En fait, tu as des boîtes qui ont fait des... On appelle ça le phénomène du boom and burst. Tu vois, tu as des boîtes qui ont explosé sur le solaire en France. Ok. Mais, et qui, en fait, ont un peu scammé pas mal
d'utilisateurs, plutôt en créant des sortes de holdings, de fausses boîtes, etc., en faisant de la sous-traitance. Et en fait, eux, typiquement, c'est des gens qui prospèrent depuis des années sur ça. Donc eux, ils voient d'un mauvais œil l'arrivée d'un acteur comme SolarRock. SolarRock, on fait un peu ce qu'a fait Alan à la Mutuelle, tu vois. On le fait pour l'énergie solaire photovoltaïque, où les gens pensent que ça marche pas, c'est nul, c'est moche. Donc ça, c'est un premier ennemi. Deuxième ennemi, je dirais, c'est les gros énergéticiens. Enfin, moi, c'est pas mes ennemis, mais enfin, j'ai l'impression qu'ils voient notre arrivée aussi progressivement. Ils se rendent compte que, tu vois, les gros énergéticiens, c'est EDF, Engie, dont c'est pas le cœur de métier, en fait. Ouais. Toute la partie énergie solaire, eux, tu vois, c'est des gens, c'est des fournisseurs d'énergie qui, par ailleurs, stabilisent le réseau nucléaire. Et eux, voilà, ils se rendent bien compte qu'ils perdent des parts de marché importantes. C'est ça, parce que si les gens sont en autoproduction, en fait, tu vas réduire la demande pour eux, quoi. Un petit peu, ouais, c'est ça. T'es jamais 100% autonome du réseau, tu vois. Là, on a de plus en plus de clients avec les tensions géopolitiques qui souhaitent être autonomes énergétiquement et qui, du coup, mettent des batteries pour, tu vois, en cas de coupure, pouvoir s'alimenter. C'est hyper intéressant. Il y a une énorme tendance. C'est marrant, ça. C'est un marché qui explose. Hein. On a deux chantiers sur trois, deux clients sur trois chez SolarRock qui mettent de la batterie maintenant. Et 3, en termes d'ennemis, je sais pas si c'est des ennemis, mais il y a des grosses contraintes réglementaires en France, tu vois. Les architectes bâtiments de France, tu peux pas installer du panneau partout. Donc, nous, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait pour nos clients. On gère toutes les démarches administratives, les demandes de raccordement. Et du coup, il y a des gens qui trouvent ça moche. Donc ça, c'est le gros sujet. Dans quelle mesure tu trouves ça moche ? Tu vois, en France, quand on a refait Notre-Dame, on a décidé de remettre des poutres comme le XIIIe siècle. Donc, c'est te dire, tu vois, dans la subjectivité de... Ouais, c'est pour dire en France aussi qu'il y a vraiment une culture, on va dire, de l'architecture qui est ce qu'elle est. Elle doit être préservée, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important, tu vois, de permettre le développement de cette technologie-là. Parce que c'est une technologie, tu vois, qui va permettre la souveraineté énergétique et qui est fondamentale pour les 10, 15, 20 prochaines années. Donc, voilà. Tu peux pas acheter ça si tu es à Paris, quoi, parce que tu peux pas toucher aux parties extérieures de la copro, tout ça. Non, à Paris, non. En ville, tu peux pas. Nous, notre premier marché, c'est quand même l'Île-de-France. Donc, tu vois, toutes les zones pavillonnaires, les maisons résidentielles. Et d'ailleurs, à tort, souvent, les gens confondent, tu vois, le solaire avec la lumière. Tu peux tout à fait, c'est hyper intéressant de t'équiper en photovoltaïque, même quand tu as un petit pavillon dans le 92 en Île-de-France, parce que c'est pas le soleil qui produit l'effet photovoltaïque, c'est bien la lumière. Et tu vois, les pays scandinaves ou allemands, ils ont beaucoup moins de soleil que nous. Pourtant, ils sont équipés à 4-5 fois plus. Donc, au contraire, il y a une intensité, tu vois, il y a un équipement qui se fait au niveau national. Et nous, notre premier marché, c'est l'Île-de-France, puisque c'est là où on a mis toutes nos opérations. Donc concrètement, SolarRock, la stratégie, le go-to-market aujourd'hui, c'est quoi ? Alors notre go-to-market, il est assez, je pense, innovant. Donc on s'est donné les 2 premières années pour vraiment créer notre agence interne. Donc c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on est installateur nous-mêmes, on a nos entrepôts, nos techniciens, on fait tout, l'acquisition, la vente et l'installation. C'est un peu notre agence d'expérimentation, tu vois, c'est notre laboratoire interne. Et un peu à l'image d'un Penny Lane, tu vois, qui avait commencé en étant expert comptable même, nous, on est installateur nous-mêmes. Et ensuite, on arrive dans la phase 2, qui est la phase actuelle, où on développe en fait une suite d'outils, logiciels, centrales d'achat, IA et toute solution de financement qui va nous permettre en fait d'alimenter ce qu'on appelle un business in a box à destination d'installateurs existants. Donc là, en l'occurrence, toutes les entreprises nationales qu'on fédère au sein de notre réseau. Et ça, c'est la phase 2 dans laquelle on est, où en fait, on intègre ces partenaires-là et on switch d'un modèle pur B2C à un modèle B2B2C. D'accord. Où en fait, on devient, tu vois, une plateforme qui va onboarder des installateurs et leur vendre en fait des services. Et ensuite, la phase 3, qui est vraiment l'objectif et la vision SolarRock, c'est de devenir un opérateur d'énergie décentralisée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a consolidé ce réseau, où chacun des installateurs partenaires powered by, en fait, tu vois, c'est un portefeuille entre 500 et 1000 installations. Donc, quand on arrive à 50 partenaires, en fait, nous, on a un portefeuille d'installation d'à peu près 100 000 particuliers équipés.
Et là, on peut devenir opérateur d'énergie décentralisée et on devient fournisseur d'énergie verte notamment. Quand j'ai quitté Goldman Sachs, je me suis fait accompagner par des coachs qui m'ont demandé dans mon choix, pour m'aider à ce que je quitte ou est-ce que je reste, de poser le choix sur le critère personnel, le critère pro et le critère matériel et financier. Est-ce que toi, tu pourrais me dire aujourd'hui, voilà, 4-5 ans après avoir quitté Lime, où est-ce que tu en es sur ces 3 critères-là? Redis-moi les critères. Critères perso, est-ce que tu kiffes plus aujourd'hui? Est-ce que ça fait plus de sens pour toi aujourd'hui que quand tu étais chez Lime, pour commencer? Alors, c'est une autre époque, c'est une autre... tu vois, il y a aussi le contexte. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'en avais 28 quand j'ai rejoint Lime. Donc, je pense que c'est hyper... Tu vois, je suis moins dans une phase où, chez Lime, j'ai vécu dans une douzaine de villes, je bougeais tous les 6 mois. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis fixe ici. Et donc, c'est plus adapté à mon mode de vie. Mais d'un point de vue perso, je pense aujourd'hui, en étant déjà entrepreneur et que ce soit ma propre boîte, si tu veux, je suis honneur à 100%. Et surtout, c'est l'impact. Tu vois, l'impact que tu as. Nous, quand on installe des panneaux et qu'on fait des installations solaires, on produit de l'énergie décarbonée. C'est des tonnes de CO2 qu'on économise pour nos clients et pour le mix énergétique français. Donc, au niveau perso, je décarbonais le mix, le transport quand j'étais chez Lime, mais c'est une boîte américaine. Je ne maîtrisais pas toutes les externalités. Là, je maîtrise le modèle social. Tu vois, je crée de l'emploi, je décarbone le mix, donc je me sens très bien, tu vois. Donc, ouais, au niveau perso, clairement, aujourd'hui, je suis là où j'ai envie d'être. Et surtout, je suis sur un sujet, moi, qui me passionne, qui est un sujet aussi politique, de souveraineté énergétique. Et c'est important, tu vois. Il y a 10 ans, je bossais pour un GAFA. C'était excitant, le digital et autres. Mais aujourd'hui, à 36 ans, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir de l'impact dans les économies réelles. Et si possible, de garder cette mentalité, de construire quelque chose de grand, something big, tu vois. Ça, j'ai gardé cette mentalité-là, mais de le faire avec quelque chose qui a de l'impact. Et l'énergie, si tu veux, pour moi, c'est un sujet hyper sexy. Tout le monde parle d'IA, de fintech et autres. Mais l'énergie, pour moi, c'est un des sujets les plus sexy des 20 prochaines années. Nous, tu vois, on veut faire, modestement, on veut faire le Revolut de l'énergie, tu vois. Puisqu'on veut permettre de créer un réseau électrique stabilisé. Donc, on veut être un acteur de la flexibilité énergétique. Donc, pour moi, c'est un sujet où personnellement, je me sens à ma place et je m'y vois au moins une décennie, tu vois. Sur la partie pro, ensuite, donc c'est comme si tu disais, je sais pas, qu'est-ce qui est le mieux sur le CV. Donc, à la fois, où est-ce que je me scale le plus en termes de compétences? Tu parlais tout à l'heure de compétences, de réseau et d'attitude. Bon, l'attitude, c'est un peu différent, elle est propre à toi, mais où est-ce que tu scales le plus en termes de compétences et de réseau, tu penses, là, en tant qu'entrepreneur, fondateur de Solarrock, ou plus dans un groupe, une boîte de tech à la Lime, quoi? Je peux te dire aussi un triptyque qui m'a beaucoup suivi, qui m'avait donné aussi un de mes premiers boss chez Google, et qui me guide un peu dans mes choix professionnels. Il avait dit 3 choses. C'était mastery, autonomie, purpose. Donc mastery, c'est ce concept de faire quelque chose où tu sens que tu excelles dans cette chose-là. Donc aller dans un endroit, une boîte, un contexte où tu sens que tu vas pouvoir exploiter ta zone, moi ce que j'appelle la zone de génie. Autonomie, c'est l'impression d'avoir les clés et la liberté et l'autonomie pour pouvoir mettre les moyens pour arriver à tes résultats. Et 3, c'est le purpose, le sens. Quel est le sens que tu donnes à ton activité quand tu travailles tous les matins? Et est-ce que tu apportes quelque chose à l'économie, à tes pairs, à ta société, à ta famille, etc. Donc, moi, sur ces 3 volets-là, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux que n'importe où, c'est-à-dire par rapport à Google et par rapport à Lime. Et j'ai oublié ta question. Sur la partie pro, mais du coup, je pense que ça répond bien. C'est une autre manière de... Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est sur la partie pro, évidemment, en étant entrepreneur d'une boîte qui a levé 7 millions et aujourd'hui, on est 25. Alors avant, je gérais chez Lime, je gérais une centaine de collaborateurs. Aujourd'hui, j'en gère que 25. Mais c'est moi qui suis honneur avec mes associés de la strat, du fundraising, du commercial. Donc moi, je m'occupe de la partie revenus. Donc je suis décisionnaire de bout en bout. Donc en fait, c'est des éléments que je n'avais pas chez Google ni chez Lime. En fait,
chez Google et Lime, je vivais aussi par la marque que je n'avais pas créée, qui définissait mon activité et mon expression externe. Les gens, quand j'étais GM chez Lime, si tu veux, je représentais Lime, quoi. Je disais souvent aux gars, c'est comme si tu appelais un mec chez Michelin pour lui dire j'ai un problème avec mes pneus. Tu vois. Tout le monde m'appelait quand j'étais chez Lime. Mais si tu veux, c'était pas Benjamin, c'était le GM de Lime. C'est ça. Et de la même manière que tu dis je gérais 100 personnes, tu exécutais la stratégie qu'on te disait au-dessus pour ces 100 personnes-là. Mais là, aujourd'hui, il n'y a rien, quoi. C'est la feuille blanche, c'est tu navigues à vue, c'est toi qui vas prendre toutes les décisions et en payer les conséquences, quoi. Donc, Ouais, et puis tu décides des gens avec qui tu travailles. Moi, mes associés, Laure et Joseph, c'est des gens brillants, des ingénieurs. Et tu vois, j'ai appris de mon expérience il y a 15 ans où je m'étais associé à l'époque, quand j'avais 20 ans, avec des mecs qui avaient les mêmes compétences que moi. Aujourd'hui, on a une complémentarité de profil, Joseph, Laure et moi, qui est exceptionnelle et qui, pour moi, me rend tu vois, confiant et me stimule au quotidien, où tu choisis tes associés. Ce qui est très différent d'avoir un boss. Chez Lime, c'était le CEO. Chez Google, c'était un des directeurs commerciaux. C'est pas la même chose, tu vois. Là, aujourd'hui, tu choisis les gens et tu choisis la trajectoire que tu veux pour ta boîte. Donc, clairement, je pense que je suis très content au niveau pro. Et la troisième, c'était quoi C'est matériel et financier. Alors, je t'ai déjà assez saoulé là-dessus, mais je pense que c'est quand même intéressant de se dire que voilà, quand tu es entrepreneur, tu vas te scale beaucoup plus que dans le salariat de manière générale. Tu vas beaucoup plus travailler aussi. Mais il y a de grandes chances, en tout cas à court terme, que tu gagnes moins, tu vois. Et je pense que c'est aussi cool d'être transparent avec les gens là-dessus. Mais bon, j'imagine que ça a dû être des sacrifices quand même par rapport à la sécurité financière que tu pouvais avoir avant. Alors qu'en plus, tu as levé, donc tu es plutôt dans une situation sympa, quoi. Ouais, écoute, là, c'est la beauté aussi du modèle français. C'est que quand j'ai quitté Lime, j'ai quand même eu droit au chômage pendant 2 ans. Moi, je m'étais donné 6 mois pour voyager, 1 an pour monter ma boîte. Donc, j'ai pu vivre du chômage jusqu'à la levée de fonds. Donc, tu vois, j'ai jamais eu d'interruption de salaire. Et depuis qu'on a levé des fonds, ouais, effectivement, je me paye, mais les 3 cofondateurs, on n'est absolument pas les salaires les plus élevés de nos 25 collaborateurs. Et oui, non, je gagne moins que ce que je gagnais chez Google et Lime, beaucoup moins même. Mais je crée une autre valeur. La valeur, c'est mon equity, évidemment, qui est, t'imagines, toi qui es un expert de la finance, c'est ta net present value, quoi. C'est les cash flows futurs que tu vas générer. Comme je dis, c'est l'aventure. L'aventure de créer sa propre boîte, l'ascenseur émotionnel que c'est. Je retrouve des choses que j'avais chez Lime, mais où, en fait, à la fin de la journée, c'est quand même toi, et toi, tu es entrepreneur. Donc, tu sais ce que c'est. Tu es quand même seul décisionnaire. Donc, en fait, tu es embarqué dans un ascenseur émotionnel qui est extraordinaire, mais qui te construit de ouf, tu vois. Et moi, je pense que je pourrais plus revenir dans le salariat post enfin, j'ai pas vocation. Ouais, c'est assez marrant. À chaque épisode que je fais Métier de rêve, il y a toujours un commentaire qui dit meilleur invité, tu vois. Et toi, je pense que tu as un profil très à part, très atypique. Je pense qu'il n'y a aucun profil qui ressemble au tien dans les profils que j'ai eu sur Métier de rêve. Donc, je suis certain qu'il y aura ce commentaire-là aussi. À cette personne qui va écrire meilleur invité et qui s'identifie un peu dans ton profil et tout, qui a 20 ans, qui a 25 ans, tu vois, qui est au tout début, qui ne sait pas forcément quoi faire, tu vois, dans sa vie pro, ça sera quoi le conseil que tu aurais aimé en fait te donner à toi-même, quoi, au Ben de 15 ans de moins, quoi? Écoute, c'est une très bonne question. Je te dirais que l'un des fils directeurs de mon parcours, ça a été toujours de me stretcher, d'explorer les compétences. Et ça, c'est une mantra que j'ai suivi de mes mentors depuis que j'ai 20 ans. Donc, c'est développer des compétences, notamment sur la phase 25-35. Je pense que plus tu développes de compétences, plus tu vas être en position de force. Tu vois, de sorte que même aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, il y a des boîtes américaines, des scale-up qui me contactent pour devenir GM de leur boîte. Je leur dis, mais les gars, vous êtes cons, quoi. C'est écrit sur mon LinkedIn que j'ai une boîte. Et du coup, en fait, à partir du moment où tu as créé ces compétences-là, tu vas avoir un avantage concurrentiel sur le marché. Et ça me fait penser à un livre qui m'a vachement animé. Moi, j'en parlais avec mon premier boss chez Google. Ça s'appelle Die with Zero. C'est un bouquin qui te parle, comme son nom l'indique, de mourir avec zéro, et qui dit que, toi qui aimes la finance, qui dit que les vrais dividendes, c'est les expériences. Et ça, je trouve ça génial parce qu'il te dit en fait d'optimiser un maximum des expériences parce que c'est ça dont tu vas te souvenir.
Et c'est ça qui, finalement, va créer des opportunités. Donc, ça, je dirais que, tu vois, c'est un deuxième point où j'ai suivi un peu mon intuition. Donc, tu vois, c'est ce que je dirais au Ben de 20-25 ans, c'est fais-toi confiance, suis tes intuitions, développe tes compétences. Et si j'avais une chose à améliorer, que je comprends maintenant que j'ai 35 ans, c'est où genre, j'investis dessus aujourd'hui, mais j'aurais aimé qu'on me le dise quand j'avais 20-25 ans, c'est l'intelligence émotionnelle, tu vois. C'est d'investir assez vite aussi sur la compréhension de ses propres émotions, de qui tu veux être, parce qu'il ne faut pas que le professionnel te définisse entièrement auprès du monde externe, tu vois. Donc ça, je pense que c'est un sujet où je dirais, tu vois, change rien, change pas. Investis juste un peu plus sur ton intelligence émotionnelle et sur ta compréhension de tes émotions, parce que du coup, ça va te permettre d'être plus à l'aise dans ce parcours-là. C'est un bon conseil, l'intelligence émotionnelle, surtout à l'ère de l'IA. Je trouve que c'est des skills qui augmentent de plus en plus. Écoute Ben, merci beaucoup, c'était un plaisir de t'avoir. Je vous mets tous les liens pour retrouver Ben, son LinkedIn, sa boîte et tout ça en commentaire. Et merci à vous si vous êtes encore là, ça fait hyper plaisir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de commenter. Est-ce que c'était le meilleur invité pour vous ou pas ?